Je vois que nous avons 113 participants pour l'instant. Donc, je suis professeure en toxicologie à la faculté de pharmacie d'Alger, laboratoire de toxicologie, et j'exerce également mon activité hospitalière au sein du service de toxicologie du centre hospitalo-universitaire de Bab el Oued. Donc, le ministère de la Santé a programmé une série de formations dans le cadre de la formation médicale continue en toxicologie, donc à l'adresse des médecins généralistes et des pharmaciens généralistes. Voilà. Donc, nous commençons cette série de formations par d'abord une introduction à la toxicologie. Donc, les deux premières formations sont programmées pour aujourd'hui et pour le dimanche. Donc, aujourd'hui interviendront le professeur Mansouri en seconde partie et moi-même en première partie. Et le professeur Zamoum interviendra le dimanche, Inch'Allah, le 22. Voilà. Donc, on ne peut pas commencer. Vous avez tous l'écran, c'est bon, hein? Alors, on ne peut pas commencer à parler de toxicologie sans bien sûr introduire le sujet et vous donner des notions de toxicologie. Alors, désolé, j'ai un petit problème avec mon écran. Alors, très bien. Donc, voilà le plan que nous allons suivre. Donc, on va commencer par une introduction. Nous allons passer ensuite aux principales définitions qui doivent être maîtrisées, c'est-à-dire des définitions bien sûr relatives à la toxicologie. Nous verrons par la suite les différentes formes de toxicité, la classification des intoxications et les différents domaines de la toxicologie. Donc, en introduction, je dirais que la toxicologie est une spécialité médicale pluridisciplinaire. Donc, pourquoi pluridisciplinaire? Parce qu'elle nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes, notamment le pédiatre avec le toxicologue, le réanimateur avec le toxicologue, le médecin légiste, le psychiatre, ainsi de suite. Donc, alors, il y a une réelle problématique. En votre qualité de médecin et de pharmacien, je pense que vous avez été au moins une seule fois confronté à des cas d'intoxication. Donc là, notre rôle est de vous donner des notions à travers tout un programme qui a été élaboré par une équipe de toxicologues, le but étant de vous donner ces notions les plus pertinentes. Donc, du 1er janvier au 31 décembre 2021, nous avons reçu au centre hospitalo-universitaire de Bab el Oued au service de toxicologie 6855 cas d'intoxication. Là, je ne parle que du nombre de cas d'intoxication du service de toxicologie. Voilà, sans compter les cas de la pédiatrie, de la réanimation et des urgences. Donc, en tête de liste, comme intoxication, nous avons les médicaments, suivi des produits ménagers. La plupart du temps, il s'agit soit d'accidents et le plus souvent, il s'agit d'enfants, ou bien il peut s'agir également de tentatives d'autolyse ou de suicide. Donc, et le plus souvent, bien sûr, il s'agit d'intoxication aiguë qui nécessite une prise en charge analytique et thérapeutique dans l'urgence. Alors, voilà. Donc, comme je le disais, avoir des notions de toxicologie est une condition sine qua non pour un professionnel de la santé. Alors qu'il s'agisse d'un médecin hospitalier, d'un médecin dans son cabinet, il peut être, et très souvent, il est confronté à des cas d'intoxication, donc il serait tout à fait pertinent qu'il sache se comporter face aux cas d'intoxication. Idem pour le pharmacien d'officine, très souvent, il y a des patients qui se présentent avec des signes peut-être d'intoxication ou seulement par curiosité, que faudrait-il faire si un enfant prenait de l'eau de Javel, si un adulte, s'il y avait erreur thérapeutique, etc. Donc, il est tout à fait indiqué que vous sachiez quoi faire. Bon, il faut savoir aussi que les pharmaciens, par rapport aux médecins, font de la toxicologie. Donc, il y a tout un programme de toxicologie qui est fait pendant l'enseignement de graduation de la pharmacie. Par contre, pour les médecins, je crois qu'il s'agit principalement des réanimateurs et des médecins légistes qui ont un module de toxicologie.
Nous commençons par quelques petites définitions. D'abord, qu'est-ce qu'un agent toxique? Un agent toxique est une substance capable de perturber le fonctionnement normal d'un organisme vivant. Alors, il peut s'agir d'une substance naturelle. Alors, comme substance naturelle, nous pouvons citer les plantes, les champignons. Alors, j'attire l'attention sur le fait que les plantes toxiques, que les plantes toxiques très, très répandues en Algérie et les risques liés à la phytothérapie. Nous avons les champignons toxiques aussi. Nous avons les envenimations. Donc, tout cela, il s'agit d'agents toxiques d'origine naturelle. Et nous avons les substances toxiques d'origine synthétique, notamment les médicaments, les solvants, les pesticides, ainsi de suite. Alors, en toxicologie, le terme le plus adéquat et qui est le plus souvent utilisé, c'est le terme xénobiotique. Pourquoi est-ce qu'on parle de xénobiotique quand on parle des toxiques? Parce qu'il s'agit d'une substance qui est présente dans l'organisme, dans un organisme vivant, d'où justement le terme biotique, mais qui lui est étranger. Donc, c'est pour cela que nous utilisons très, très souvent et au cours des formations qui vont vous être dispensées, le terme xénobiotique reviendra très, très souvent. Vous avez le terme xénobiotique, vous avez le terme agent toxique. Quand la substance est bien identifiée, on utilisera bien sûr le terme inhérent à sa classe ou à sa catégorie. Qu'est-ce qu'une toxicité? Donc, une toxicité, c'est l'ensemble des effets néfastes ou délétères. On parle d'effets délétères quand on parle de toxicité sur un organisme vivant. Alors, très, très souvent, on parle de toxidrome aussi. Alors, la maîtrise des toxidromes est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet une orientation vers l'agent causal sur la base de la symptomatologie qui est développée. Donc, un toxidrome est défini comme un ensemble de symptômes qui caractérisent une intoxication par une classe donnée de substances toxiques. Donc, à titre d'exemple, nous avons le syndrome atropinique. Donc, vous êtes dans votre cabinet, vous êtes dans votre officine, ou bien on vous rapporte un syndrome atropinique. Là, on pense généralement une anamnèse, on pense aux antidépresseurs tricycliques qui provoquent un syndrome atropinique, donc sécheresse des muqueuses, ralentissement du péristaltisme intestinal, mydriase. Voilà, donc ce sont des symptômes qui laissent évoquer éventuellement, bien sûr après anamnèse et recherche, probablement, je dis probablement, une intoxication à l'atropine, les plantes. Donc, il faut faire une très, très bonne anamnèse. Donc, vous avez l'atropabelladonna, vous avez les médicaments, vous avez les antidépresseurs tricycliques, voilà, qui sont à l'origine d'un syndrome atropinique. Nous avons le syndrome cholinergique. Alors, le syndrome cholinergique qui se caractérise principalement par amyosis, diarrhée, vomissement, hypersialorrhée, hypersudation. Et donc là, on penserait aux pesticides, éventuellement aux organophosphorés et aux carbamates. Donc là, ce qui serait nécessaire, c'est de demander une activité cholinestérasique. Pourquoi? Parce qu'en cas d'exposition à des agents inhibiteurs des cholinestérases, donc les agents inhibiteurs des cholinestérases sont à l'origine d'un syndrome cholinergique. Donc, une baisse de cette activité signe effectivement une exposition à un syndrome cholinergique. Vous avez le syndrome phalloïdien également. Le syndrome phalloïdien se manifeste lorsqu'il y a exposition à la manite phalloïde. Alors, la manite phalloïde qui est un champignon toxique. Alors, je demanderai, est-ce que je vais trop vite? S'il vous plaît, si je vais trop vite, vous me le dites que je réduise la cadence. Professeur Mansouri, vous m'entendez? Non? On continue. Alors, qu'est-ce qu'un antidote? Alors, un antidote est une substance susceptible de neutraliser de façon spécifique les effets d'un poison.
Alors, pourquoi de façon spécifique? Parce que généralement, ce sont des molécules, bien sûr, qui rentrent dans le cadre de la prise en charge thérapeutique d'une intoxication et qui agissent de façon spécifique à différents niveaux de l'évolution du xénobiotique dans l'organisme, soit au cours de son absorption, soit au cours de son action, ou bien pour corriger ses effets délétères. Donc là également, nous citerons quelques exemples. Vous avez la NAC ou la N-acétylcystéine, antidote du paracétamol. Là, je présume que la très grande majorité des médecins qui travaillent dans le cadre de l'urgence ont été confrontés au moins. Recording in progress. Alors, donc, je disais que la plupart d'entre vous qui travaillaient dans les urgences avaient été confrontés au moins une fois à des cas d'intoxication au paracétamol, donc d'où la nécessité d'administrer de la N-acétylcystéine. Donc la N-acétylcystéine est un antidote qui va agir pour corriger pour éviter l'action d'un métabolite toxique du paracétamol. Alors, une formation sur la prise en charge thérapeutique d'une intoxication au paracétamol est programmée dans le cadre justement de ces FMC. Vous avez également le SAS ou le sérum antiscorpionique qui est utilisé de façon spécifique pour le traitement de l'envénémation scorpionique. Vous avez le SAV, c'est le sérum antivipérin qui est utilisé dans le traitement de l'envénémation vipérine. Et vous avez paradoxalement l'éthanol qui est un alcool qui est utilisé comme antidote dans le traitement du méthanol. Là également, l'éthanol sera traité au cours d'une des FMC. Voilà, donc je ne m'étalerai pas trop sur les mécanismes d'action ni sur les objectifs. Comptons sur mes collègues ou sur moi-même pour bien développer ça le moment venu. Ça ne veut pas avancer, je vais voir. Alors, les formes de toxicité. Donc, nous avons parlé de toxicité, nous avons défini la toxicité comme étant l'ensemble des effets délétères d'un composé sur un organisme vivant. Donc, il existe différentes formes de toxicité. Très souvent, on parle de toxicité aiguë, on parle de toxicité chronique, mais en réalité, il existe plus de types de toxicité. Donc, nous avons la toxicité suraiguë. C'est un ensemble d'effets délétères survenant après une exposition unique. Donc, il s'agit de toxiques extrêmement puissants. Nous avons la toxicité aiguë, c'est une suite, donc elle se manifeste suite à une exposition multiple ou unique sur une durée de moins de 24 heures. Alors, les formes de toxicité sont liées à la capacité du xénobiotique à avoir des effets sur l'organisme sur une durée donnée d'exposition. Donc, comme vous voyez, pour ce qui est de la toxicité suraiguë, les manifestations surviennent au bout d'une exposition unique. Quand il s'agit de toxicité aiguë, c'est généralement une exposition qui peut être multiple. Donc, il va y avoir un effet cumulé, d'accord, ou unique sur une durée de moins de 24 heures. Nous avons la toxicité subaiguë. Donc, c'est une exposition ce sont des manifestations délétères qui se manifestent sur une durée allant d'un jour à 30 jours. Nous avons la toxicité subchronique. Alors, elle se manifeste sur une durée d'exposition allant de 30 à 90 jours. Et nous avons l'exposition chronique sur une durée d'exposition supérieure à 90 jours. Alors, maintenant, nous allons voir les différents types d'intoxication. Voilà, donc, nous avons les intoxications médicamenteuses. J'en parle en premier, pourquoi? Parce que c'est la première cause d'intoxication selon les données du Centre antipoison d'Alger. Donc, les intoxications médicamenteuses sont incriminées dans les cas, dans de très nombreux cas,
de tentative d'autolyse ou de suicide, ou bien accidentelle chez l'enfant. Alors, les cas qui reviennent le plus souvent, particulièrement chez l'enfant, nous avons donc les intoxications au paracétamol. Nous recevons de façon quasi quotidienne des cas d'enfants pour des dosages de paracétamol, donc et des prises en charge thérapeutiques, des cas d'enfants qui prennent la totalité du flacon de paracétamol ou de Feralgo. Voilà, ce qui équivaut à une concentration à une dose de 3 grammes. Nous avons les intoxications par les drogues, donc les drogues ou les substances, tout ce qui est illicite, tout ce qui est toxicomanogène. Voilà, donc ça peut inclure les psychotropes. Donc, ça peut inclure également, nous verrons, il y a également un cours dans le cadre des FMC qui concerne les drogues, la classification des drogues, sur quelle base classer les drogues, comment les prendre en charge, et ainsi de suite. Donc, je citerai les quelques drogues les plus couramment retrouvées. Vous avez le cannabis, vous avez la cocaïne, l'héroïne. Pour les médicaments, ceux qui reviennent le plus, c'est la prégabaline qui est très, très utilisée à but de toxicomanie. Vous avez plus rarement les benzodiazépines et vous avez également rarement aussi, les barbituriques sont de moins en moins utilisés. Donc, voilà. Les intoxications par le gaz, donc par les gaz, alors pour les gaz, nous avons le monoxyde de carbone, nous avons le gaz de ville, nous avons également les gaz qu'on retrouve dans l'air atmosphérique qui résultent des rejets des véhicules, etc. Nous avons les intoxications par les solvants. Donc les solvants, vous avez le benzène, les diluants pour peinture qui sont à base de solvants. Les intoxications par les métaux et les métalloïdes. Donc, essentiellement, nous nous attarderons dans ce programme sur les métaux lourds, notamment le plomb, le mercure, le chrome, le cadmium, qui posent un réel problème. Alors, le plomb pose un réel problème de santé publique. Nous avons les métalloïdes tels que l'arsenic. Donc, ce sont des composés qui ne sont pas classés comme métaux, mais qui ont certaines propriétés qui les rapprochent des métaux. Nous avons également les intoxications par les produits phytosanitaires ou les pesticides, particulièrement les pesticides utilisés en milieu domestique, tels que les anti-moustiques, ou bien chez les personnes qui ont des jardins. Et là également, une bonne anamnèse pourrait éventuellement orienter vers la cause de l'intoxication. Nous avons les intoxications qui viennent en seconde position après les médicaments. Il s'agit des produits ménagers. Donc, vous aurez compris que ça concerne principalement les enfants. Donc, vous avez l'eau de Javel, la prise en charge des intoxications donc, aux produits ménagers, là également fera l'objet d'un cours dans le cadre de ces FMC. Et enfin, nous avons les intoxications par les plantes et nous introduirons après les champignons également. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, comme je vous le disais en introduction, en Algérie, les plantes, nous avons traditionnellement, la plante fait partie de l'arsenal thérapeutique en milieu domestique et maintenant même dans les herboristeries. Bon, il faut que vous sachiez également que les plantes posent un réel problème de santé publique. Elles sont très, très utilisées parfois à bon escient par des professionnels. Voilà, mais parfois, elles font l'objet de mésusages, ce qui est à l'origine de cas d'intoxication parfois très, très graves. Je vous rapporterai le cas d'un enfant à qui on avait fait un cataplasme au chardon à glu et qui a fait toutes les manifestations. Alors, le chardon à glu, qui est une plante hautement toxique et qui a fait l'objet, bien sûr, d'une prise en charge thérapeutique très, très importante parce qu'elle avait fait toutes les manifestations cliniques d'une exposition au chardon à glu. Alors, maintenant, je vais vous expliquer les différents domaines de la toxicologie. Alors, où intervient le toxicologue? Où intervient le toxicologue en collaboration, bien sûr, avec le clinicien, notamment le médecin des urgences, le réanimateur, le pédiatre, le médecin légiste, le psychiatre.
Voilà. Donc, la toxicologie est une spécialité d'urgence. Voilà. Là, c'est un fait. Nous travaillons énormément avec les urgentistes. Nous travaillons beaucoup avec les services d'urgence, mais également avec d'autres services. Notamment, alors, la toxicologie est classée en axe, donc elle est en plusieurs domaines. Donc, il existe plusieurs domaines par rapport à la toxicologie. Nous commencerons par la toxicologie médico-légale. Alors, la toxicologie médico-légale donc, est une sous-spécialité qui permet d'établir le lien de cause à effet entre l'exposition à un xénobiotique et la survenue d'un événement. Voilà. Donc, alors, il peut s'agir, alors cet événement, alors, il peut s'agir d'un accident de la circulation. Dans ce cas-là, le toxicologue intervient afin de tenter d'établir la relation entre une conduite sous l'effet d'alcool, une conduite sous l'effet de drogue et la survenue d'un accident de la circulation. Vous avez également les agressions sexuelles facilitées par la drogue, les ASFD, que nous appelons communément les cas de soumission chimique. Alors, en tête de liste, vous avez le GHB, c'était la première substance qui avait été utilisée dans le cadre de la soumission chimique. Elle est appelée également la drogue du viol. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est associée à de l'alcool, elle entraîne une amnésie totale. C'est-à-dire que la victime, une fois l'acte, la victime n'a plus aucun souvenir des événements survenus dans les 24 ou 48 heures précédentes. D'accord, sa reprise de conscience. Voilà, donc l'ONU-DC, l'organisme des Nations Unies contre la drogue et le crime, utilise le terme ASFD, donc agression sexuelle facilitée par la drogue. Nous, on utilise très très souvent le terme soumission chimique. Pourquoi est-ce qu'on parle de soumission chimique? En fait, c'est soumettre une personne chimiquement. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça soumission chimique. Mais il peut également s'agir d'une soumission chimique à but pour un vol ou pour toute autre chose. Vous avez également la toxicologie médico-légale permet d'établir le lien entre la survenue d'un décès par empoisonnement volontaire ou involontaire. Donc, quand il s'agit d'un empoisonnement volontaire, on parle de CFD, c'est-à-dire crime facilité par la drogue. Et enfin, nous avons également les accidents en milieu professionnel. Alors, il faut que vous sachiez qu'en cas d'accident en milieu professionnel, une analyse toxicologique est systématiquement demandée. Pourquoi? Pour prouver, en cas où il y aurait des poursuites en justice, ça permet justement de protéger les deux parties. Je m'explique. Vous avez un travailleur qui travaille sur un échafaudage. Voilà, un accident, il y a une chute qui peut être mortelle ou pas. Donc, une recherche de toxique est systématiquement demandée pour voir s'il n'était pas sous l'effet de drogue quand il était justement pendant ses heures de travail. Voilà, ça permet c'est du pénal. Nous avons également, donc la toxicologie médico-légale est très, très intéressante. Alors là, dans le programme de FMC que nous vous avons préparé, vous allez voir que les modalités de prélèvement sont très, très importantes et drastiques. Pourquoi? Parce que si vous demandez une analyse toxicologique, que vous soyez généraliste, que vous soyez médecin légiste, ou bien qu'une analyse toxicologique de façon générale, il faut que vous sachiez que les modalités de prélèvement sont très, très importantes pour le toxicologue. Pourquoi? C'est-à-dire bien choisir le moment du prélèvement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la cinétique du xénobiotique. En seconde partie, le professeur Mansouri va développer ça avec vous. C'est-à-dire que si vous demandez une recherche de toxiques, un dosage de médicaments, un dosage de drogue, de pesticides, ou bien une recherche élargie de xénobiotiques, il faut que vous sachiez qu'il y a un moment donné pour le prélèvement, qu'il y a des conditions de prélèvement afin d'éviter tout risque de résultats erronés. Voilà, nous développerons cela le moment venu, Inch'Allah. Nous avons la toxicologie professionnelle.
donc pour ce qui est de la toxicologie professionnelle, elle permet l'évaluation du degré d'exposition en milieu professionnel. Donc, il s'agit de métaux lourds, de pesticides, de solvants. On parle de métrologie, de biométrologie. Je m'explique. Vous avez un travailleur qui travaille dans une usine de batterie, par exemple. Il y a émission de particules de plomb. Alors, il est impératif de le surveiller sur un plan biologique. Donc, on parle de biométrologie et sur un plan atmosphérique, c'est-à-dire contrôler l'air qu'il respire. Pourquoi? Pour éviter des absorptions qui pourraient engendrer, bien sûr, des effets délétères au long cours. Et là, on parle de toxicité chronique. Donc, on parlera de paramètres d'exposition et on parlera de paramètres d'effet. Là, voilà. Nous avons la toxicologie alimentaire. Alors, la toxicologie alimentaire, alors, bon nombre de personnes, je ne parle pas de la catégorie du personnel médical, mais bon nombre de personnes, il y a une confusion entre tout ce qui est microbiologique et toxicologique. La microbiologie alimentaire s'intéresse aux contaminants d'origine biologique. Elle s'intéresse à tout ce qui est microbiologique, bactériologique. En toxicologie, il y a deux types de contaminants. Ils peuvent être de nature biologique. Je cite comme exemple les mycotoxines. Alors, les mycotoxines sont des toxines qui sont produites par des champignons microscopiques et qui peuvent être à l'origine d'effets délétères au long terme. Je prendrai comme exemple les arachides. Alors, les arachides ou les cacahuètes, le blé, le maïs, lorsqu'ils ne sont pas conservés dans les conditions adéquates, il y aura prolifération de champignons microscopiques qui vont produire des toxines qui peuvent avoir un effet cancérigène au long cours. Nous avons également les résidus de médicaments vétérinaires, voilà, dans les viandes, les pesticides dans les fruits et légumes. Nous avons également, la toxicologie également s'intéresse aux additifs alimentaires, aux effets délétères liés aux additifs alimentaires, tels que les colorants, les édulcorants, ainsi de suite. Et enfin, nous avons également les champignons toxiques. La consommation de champignons non comestibles, voilà. Donc là également, il s'agit de toxicologie alimentaire. Nous avons la toxicologie environnementale, au 5e axe de la toxicologie. Donc, la toxicologie environnementale, alors, elle s'intéresse aux effets sanitaires des agents polluants. Elle permet de mettre en évidence les effets délétères alors, excusez-moi, la phrase, elle est coupée. Donc, elle permet de mettre en évidence des effets sanitaires, voilà, dus à des agents polluants, notamment les métaux lourds, les solvants, les gaz, les pesticides. Donc, principalement, il s'agit de plomb comme métaux lourds. Il s'agit des SOX, alors les oxydes de. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le terme SOX, NOx? Parce que le X, alors il peut s'agir de SO2, de SO3, comme il peut s'agir de NO2 ou de NO3, c'est-à-dire du monoxyde d'azote ou du dioxyde d'azote. Voilà. Et vous avez également le CO2, le dioxyde de carbone, qui est à l'origine de l'effet de serre. Voilà. Globalement, je pense avoir introduit la toxicologie, vous avoir donné quelques notions. Donc, ce n'est que notre première séance dont l'objectif était de vous donner des notions, d'introduire le sujet. Par la suite, donc, tout un programme a été transmis au ministère de la Santé pour vous donner Recording stopped. Voilà, donc c'est Recording in progress. très, très intéressant et qui sera pris en charge par toute une équipe de toxicologues. Je vous avais parlé de la toxicocinétique des xénobiotiques qui nécessite une bonne prise en charge, une bonne maîtrise. Voilà. Et je passe la parole au professeur Mansouri. Professeur Kado, bonjour.
Bonjour, excusez-moi, j'avais un petit souci avec mon ordinateur qui est hyper chargé. Oui, j'imagine. Pour pouvoir l'arranger, il a été bloqué un peu, donc c'est pour ça que je n'ai Monsieur pas. Moutier, on a préféré commencer, Madame Non, Bougam. non, vous avez bien fait, comme ça. Voilà. Et puis je pense qu'on a déjà travaillé ensemble, donc vous, moi, s'il y a. Docteur Gougam, Hein, pour les participants qui n'arrivent Je demandais juste à professeur Kadour d'arrêter le partage d'écran pour que je puisse moi aussi pas vous bien. parler. Tout de suite. Après, s'il y aura des questions, ils poseront leurs questions et c'est tout. Hein. Ben oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. On va essayer de les noter au fur et à mesure et on y reviendra. Ils sont quand même assez nombreux. Hein. Ils sont à 200, enfin, ils étaient à 260. Ça, c'est Oui. bien. Donc, merci, professeur Kadour. Voilà, je vois qu'il y a Galaxy 10M qui lève la main. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Ah, on évite les questions par. D'accord. Parce que sinon, il y aura du Oui. chahutage. Alors, il y a docteur Kalash. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur la drogue du violeur? Oui, ça, c'est les drogues de soumission. Professeur Kadour vous a expliqué qu'il y aura tout un chapitre sur les toxicomanies. Il faut savoir que c'est généralement des drogues comme le GHB qui a été le plus anciennement utilisé, qui ont des temps de demi-vie très courts. D'ailleurs, on va avoir un exemple pendant ma présentation. Et vous allez voir pourquoi ça pose problème, ces drogues de viol. D'accord? Voilà, je vois que c'est ce qu'il y a pratiquement comme question hein, dans le chat. Oui, c'est tout ce qu'il y a. Ok, donc Madame Bougam, je ne sais pas, on peut enchaîner sur la deuxième Oui, partie. vous enchaînez, après, ils vont se réveiller pour les questions. D'accord. Donc là, comme on vous a expliqué, professeur Kadour, on va commencer par cette première session hein, qui va parler de la toxicocénétique des xénobiotiques. Et ça fait partie de tout un programme de sessions qui sont faites dans le cadre de la formation médicale continue en toxicologie, ce qui est destiné aussi bien aux médecins qu'aux pharmaciens hospitaliers ainsi que des pharmaciens d'officine. Alors d'abord, quels sont les objectifs pédagogiques de cette session? Il est clair que la cinétique reste quand même un cours de théorie plus ou moins de base, mais il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi nous faisons cette session sur la toxicocinétique. Alors d'abord, au bout de cette session, le premier objectif, c'est que vous puissiez décrire les étapes importantes d'un cheminement de xénobiotiques. Et là, on vient de définir avec professeur Gatour ce qu'est qu'un xénobiotique en termes d'enjeux biologiques. Dans un deuxième temps, les deux objectifs qui nous intéresse hein, au cours de la FMC en toxicologie, c'est d'établir une relation entre les éventuelles mesures de concentration dans les différents compartiments et les effets biologiques que peuvent engendrer, c'est pour pouvoir établir une relation entre les différentes étapes de la cinétique qu'on va voir, les bases qui régissent la prise en charge thérapeutique d'intoxication, quelle qu'elle soit. Alors, au cours de cette session, on abordera le plan suivant. Donc, on va voir un peu les 4 principales étapes du système ADME. Vous allez voir qu'il est très parallèle à la pharmacocinétique des médicaments que vous avez vus au cours de votre graduation et peut-être au cours de votre post-graduation pour certains d'entre vous. Alors, tout d'abord, vous avez vu que lorsqu'on va être exposé à un xénobiotique tel qu'il est, il faut qu'il fasse un cheminement dans notre corps humain. D'accord? Il va être absorbé, distribué, métabolisé par certains organes pour enfin être éliminé. D'accord? C'est un corps qui est étranger à l'organisme, hein, comme tout ce qui est microbe, et notre corps va essayer de se défendre et donc à éliminer ce xénobiotique. Mais vous allez voir que le corps humain peut se tromper en métabolisant par exemple ou en distribuant ce genre de xénobiotique, ce qui va engendrer des effets néfastes. Et c'est la phase qui nous intéresse un peu au cours de cette session, c'est la toxicocinétique, c'est ce qu'on appelle la toxicocinétique des xénobiotiques. Après, tout ce qui va être effet sur la santé et sur les systèmes, bien évidemment, allant d'un point de vue moléculaire, cellulaire, tissulaire, à un point de vue systémique, c'est ce qu'on appelle la toxicodynamique des xénobiotiques. Alors tout d'abord, pourquoi étudier la cinétique des toxiques? Alors, il faut savoir que la cinétique des toxiques a plusieurs applications. Bien évidemment, d'un point de vue de recherche, elle a beaucoup d'applications dans le domaine de la modélisation informatique pour
la prédiction des modes d'action toxiques, aussi bien des modes d'action thérapeutiques, des médicaments. Mais en toxicologie, on va l'étudier d'abord pour comprendre la biochimie, la physiologie et surtout le métabolisme de ces xénobiotiques. Donc, comme introduction, je vous dirais que la toxicocinétique, c'est l'étude qui est aussi bien descriptive que quantitative du devenir des toxiques dans l'organisme. D'accord? Donc, l'étude descriptive va s'intéresser aux facteurs ADME, absorption, distribution, métabolisme et élimination. Et la partie quantitative, l'étude quantitative, elle est plus spécialement la description mathématique de ces phénomènes-là. D'accord? Donc, on va avoir affaire à une construction de modèles, du calcul de certains paramètres tels que la clairance, la demi-vie, le volume de distribution, etc. Et au cours de cette session, nous n'allons aborder que le volet, que l'étude descriptive de la toxicocinétique des xénobiotiques. L'étude quantitative, je vous l'ai dit, c'est principalement des choses qu'on utilise notamment dans le cadre de la recherche. Et vous savez très bien que nous avons, lorsqu'on est exposé à un agent toxique, on va avoir deux cas de figure. Le plus souvent, ça va être des toxiques qui vont avoir une action à distance, donc ils doivent être absorbés, distribués, arriver à leur tissu cible pour pouvoir exercer leur effet toxique. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir tout un processus de toxicocinétique. Mais il va y avoir des xénobiotiques qui vont avoir uniquement une action locale et ils vont avoir un effet direct sur le tissu qui est objet de l'exposition. Vous avez l'exemple de tous les caustiques qui vont agir, par exemple, au niveau de la peau ou au niveau de l'œil. Et si on compare ça, par exemple, à la pharmacocinétique, qui est l'étude du devenir du médicament dans un organisme, depuis son administration jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible pharmacologique, vous allez voir que la toxicocinétique est très similaire à ce process-là. Donc, vous allez avoir un toxique qui va agir soit localement, il va avoir une toxicité locale et généralement, ce sont des toxiques qui ne sont pas métabolisés au niveau local, sauf pour certains d'entre eux. Il va être absorbé et du coup, il va rejoindre le compartiment central. À ce moment-là, il va être distribué, soit vers des organes de stockage, soit il va subir un métabolisme. On va voir qu'il y a deux types de métabolisme. Selon la nature des métabolites, c'est les produits qui résultent suite au métabolisme de ces xénobiotiques. Et enfin, l'organisme va essayer de le faire sortir du compartiment central. C'est la phase d'élimination. Et c'est ce qu'on va décrire au cours de cette session. Donc, toxicocinétique, c'est 4 étapes. Absorption, cela correspond à la pénétration du xénobiotique dans notre organisme. La distribution, c'est la répartition de ce dernier dans notre organisme. Le métabolisme, ce qu'on appelle plus communément la biotransformation du xénobiotique. Et d'élimination, c'est la phase où on va essayer d'épurer et de faire sortir ce xénobiotique, mais aussi ces métabolites, parce qu'ici, c'est très important de les considérer en toxicologie, même s'ils ne sont pas autant importants, par exemple, en pharmaco, sauf pour certains médicaments qui nécessitent d'être activés. Les métabolites ont un intérêt toxicologique. Commençons d'abord par la phase d'absorption des toxiques. Donc, par définition, l'absorption, ça va être le processus du passage d'un xénobiotique de son site de contact avec l'organisme jusqu'à la circulation sanguine générale. D'accord? Et ici, les principaux déterminants de cette absorption, ça va être les caractéristiques de la voie d'entrée. Il est clair que l'absorption sera différente si on est exposé à un xénobiotique par la voie orale ou par voie cutanée ou encore par voie pulmonaire. La concentration de la substance, si on ingère 1 mg d'un médicament ou toute une boîte, les conséquences ou l'absorption est différente. Et enfin, des propriétés physico-chimiques de la substance, on va voir, c'est ce qui conditionne sa capacité à franchir les barrières de l'organisme qui sont les membranes cellulaires pour pouvoir se retrouver au niveau du compartiment sanguin. Et donc, on arrive, quand on dit absorption, on dit fatalement passage transmembranaire. Et les membranes les plus concernées par l'absorption des xénobiotiques, ça va être la peau, le poumon et le tractus digestif. Et on va voir que ce sont aussi les principales voies d'exposition aux toxiques qui sont considérées pour l'être humain. D'accord? Donc, ces barrières constituent les principales barrières qui vont séparer l'organisme supérieur d'un xénobiotique. Et du coup, un xénobiotique, pour exercer un effet toxique, ou même un médicament, pour exercer un effet thérapeutique, il doit traverser cette barrière pour produire quelconque effet. Des toxiques topiques ou des toxiques qui vont avoir une action locale.
ce qui nous amène à un peu se remémorer les caractéristiques de la membrane cellulaire. D'accord? Donc, la membrane cellulaire, c'est le site fondamental des interrelations entre la cellule et son milieu extérieur. D'accord? C'est le site récepteur de toute influence extérieure. Bien évidemment, rappelez-vous, la membrane cellulaire, hein, c'est ce qu'on appelle la fameuse mosaïque fluide. D'accord? Donc, pourquoi mosaïque? Parce qu'elle a une structure, comme vous voyez ici, sur la figure hétérogène. Hein, elle est constituée de phospholipides qui sont surplantés de plusieurs protéines membranaires, et fluide parce qu'elle n'est pas rigide. D'accord? Donc, ces protéines vont bouger au niveau de cette phase phospholipidique. Et bien évidemment, ces protéines membranaires vont jouer le rôle de transporteurs transmembranaires, d'accord, et qui vont agir dans la pénétration aussi bien des xénobiotiques que à l'intérieur même de la cellule. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'action cellulaire des xénobiotiques. Donc, il faut savoir qu'il existe différentes façons de franchir cette barrière ou cette membrane cellulaire. Pour le biotique, ça va être la diffusion passive, hein, c'est-à-dire que le xénobiotique va franchir directement la membrane cellulaire. Hein, et si on n'a pas d'énergie, le xénobiotique va juste utiliser une différence de gradient ou de concentration entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire pour se retrouver au niveau du cytosol. Vous avez les phénomènes de filtration qui vont nécessiter la présence de certaines protéines transmembranaires. La diffusion facilitée, ici on a aussi des transporteurs qui sont plus ou moins spécifiques du xénobiotique. Le transport actif qui lui nécessite une dépense d'énergie. Et enfin, vous avez tout ce qui est endocytose, c'est-à-dire phagocytose et pinocytose, qui concerne beaucoup plus les grosses molécules, hein, telles que les protéines d'origine, les molécules d'origine protéique. Alors, du coup, on va dire qu'un toxique peut pénétrer dans l'organisme par différentes voies. Donc, nous allons avoir la voie orale, la voie pulmonaire, la voie cutanée, et vous avez d'autres voies mineures, hein, telles que la voie sous-cutanée, la voie intramusculaire, mais qui restent quand même beaucoup moins fréquentes dans le cadre des intoxications, sauf, vous allez voir, dans le cadre de certaines toxicomanies ou dans certains cas d'autolyse bien précis. Et du coup, ici, pour qu'un toxique puisse agir, la toxicité ou l'effet d'un médicament va être conditionné par le passage du toxique à l'intérieur de la cellule. Et du coup, il faut savoir que les principaux facteurs qui vont influencer l'absorption d'un xénobiotique, ce sont les facteurs physico-chimiques qui caractérisent ce xénobiotique. Donc, les principaux sont d'abord l'hydrosolubilité et le degré d'ionisation, qui sont conditionnés par le pH et le pKa de la molécule, par la liposolubilité. Donc, plus une molécule est liposoluble, plus elle va avoir la possibilité de franchir librement les membranes cellulaires. Et bien évidemment, le poids moléculaire. Plus elle est petite, plus elle va avoir tendance à diffuser passivement ou à être filtrée, contrairement aux grosses molécules qui vont nécessiter d'autres process pour pénétrer ou pour franchir cette membrane cellulaire. Alors, il faut savoir qu'ici, une remarque importante, hein, lorsqu'on est en cas d'exposition aux xénobiotiques, hein, on a affaire à une forme galénique. Et la forme galénique est aussi capitale dans les notions de biodisponibilité ou de la fraction qui peut être absorbée par l'organisme humain. Donc, vous avez tout ce qui est solution, sirop, solution en poudre, où on a ici un principe actif ou un xénobiotique qui est déjà dissous. Et du coup, l'absorption, elle est beaucoup plus rapide. On va avoir un effet qui est beaucoup plus rapide comparativement, par exemple, aux formes sages, telles que les comprimés, où ici, la vitesse d'absorption, elle est généralement variable. D'accord ? Il y a aussi certaines formes galéniques spécifiques, hein, telles que les comprimés à libération prolongée, à libération différée, etc., qui peuvent aussi modifier la vitesse d'absorption et du coup le délai d'apparition de certains effets toxiques. Et c'est un paramètre dont vous devez tenir compte lorsque vous êtes face à une intoxication, notamment dans la prise en charge. Vous allez voir dans le cours relatif à la prise en charge thérapeutique, par exemple, si vous êtes en face d'une ingestion massive d'un comprimé à libération prolongée, vous pouvez vous permettre de faire ce qu'on appelle une évacuation digestive, telle qu'un lavage gastrique, même tardivement, selon différents paramètres qui vous seront exposés par moi ou par mes collègues. Donc, voyons un peu plus dans le détail ces principales voies d'absorption des xénobiotiques. Hein. On va voir à la fin de cette première partie quelques cas cliniques de l'intérêt de comprendre ce genre de notions.
Alors, d'abord, la voie digestive. Alors, c'est la voie fréquente d'exposition de l'homme à tous les toxiques, aussi bien aux xénobiotiques usuellement connus en toxicologie d'urgence, mais aussi aux contaminants alimentaires et aussi lors des expositions environnementales. Donc, l'absorption en général se fait au niveau du tractus digestif par un mécanisme de diffusion passif tout au long du tube digestif à des degrés différents. On va voir les différents étages du tube digestif. Et parfois, on va faire appel à ce qu'on appelle des transporteurs ou un process de pinocytose. Les principaux sites de résorption. Donc, vous avez d'abord, lorsqu'un toxique est absorbé par voie digestive, on va avoir la bouche et l'œsophage. Alors, ici, il faut savoir que généralement, il y a peu d'absorption qui est faite à ce niveau. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un très faible contact entre le xénobiotique, la bouche du sujet, et son œsophage. D'accord? À l'exception de la voie sublinguale que vous connaissez bien, qui est utilisée pour certains médicaments, tels que des dérivés nitrés utilisés pour le traitement des angines de poitrine, et qui offre quand même une très bonne disponibilité comparable aux voies veineuses, hein, parce qu'elle évite ce qu'on appelle l'effet de premier passage hépatique. Deuxièmement, l'estomac. Donc ici, on va avoir un pH qui est pratiquement très acide, une muqueuse qui est épaisse, une surface de contact qui est faible et une faible irrigation avec un temps de latence qui est modéré. Donc ici aussi, nous avons peu de médicaments, peu de xénobiotiques qui sont absorbés à ce niveau. On vous donne que c'est surtout l'absorption de certains médicaments acides faibles, tels que l'aspirine, qui se fait au niveau de l'estomac. Et c'est un site qui va servir aussi pour la transformation de certains principes actifs. Par exemple, si vous avez une tentative d'autolyse à l'insuline, hein, si quelqu'un ingère de l'insuline par voie orale, vous savez qu'il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que cette protéine va être détruite par l'acidité gastrique. Enfin, l'intestin, et c'est un peu la fraction où on va avoir l'absorption de la quasi-totalité des xénobiotiques. Là, on a un pH qui est moins acide que l'estomac, une plus grande surface de contact hein, qui peut aller à 250 mètres cubes, une irrigation qui est importante, donc une plus forte capacité d'absorber, et une présence de transporteurs qui va aider ou faciliter le transport ou l'absorption de certains xénobiotiques. De plus, vous allez voir qu'ici, on va avoir la présence de la bile et de surfactants qui peuvent modifier la solubilisation et du coup l'absorption de certains xénobiotiques. Donc là, on vous donne par exemple l'exemple de l'acide benzoïque hein, qui peut avoir une absorption gastrique. C'est une molécule acide faible, tandis que l'aniline, qui est très similaire à l'acide benzoïque, elle est une molécule base faible qui va être absorbée au niveau intestinal. Et on voit aussi ici l'importance des propriétés physico-chimiques de notre xénobiotique qui va conditionner l'endroit où il va être absorbé et du coup sa biodisponibilité. Enfin. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer l'absorption au niveau digestif? Donc, on va avoir des facteurs qui sont liés au tube digestif, hein, tels que l'acidité d'estomac, où on a dit qu'il peut hydrolyser et donc inactiver certains xénobiotiques. Le rôle de la flore bactérienne au niveau intestinal qui peut aussi contribuer à la biotransformation de certains xénobiotiques et donc avoir un effet de premier passage intestinal. Hein. Vous avez l'exemple de la transformation ou de la réduction des nitrates et des nitrites. La présence de sécrétions pancréatiques et biliaires au niveau de l'intestin qui peuvent jouer un rôle lors de cette absorption digestive. La motilité qui peut être modifiée par plusieurs facteurs et du coup qui va augmenter le temps de résidence de notre xénobiotique. Et plus il va résider dans une partie du tube digestif, plus il va être absorbé. Vous allez avoir la vitesse de la vidange gastrique. Hein, donc, si la vitesse est accélérée, on va accélérer le passage de notre xénobiotique vers l'intestin et donc modifier son absorption. Et enfin, vous avez certains états pathologiques qui peuvent aussi perturber ou modifier l'absorption de notre xénobiotique. On va avoir des facteurs qui sont liés à notre xénobiotique, sa liposolubilité, sa vitesse de dissolution et l'absorption qui est généralement inversement proportionnelle à sa taille. Ça, on l'a dit un peu juste avant cela.
Et vous avez d'autres facteurs, tels que la présence d'interactions ioniques. Et ici, vous avez des phénomènes d'affinité de certains transporteurs pour certaines xénobiotiques qui peuvent agir, l'âge de la personne, l'alimentation qui peut aussi retarder ou accélérer la présence de certains xénobiotiques et la présence de certaines molécules telles que les chélateurs ou le charbon activé qu'on utilise même dans la prise en charge thérapeutique d'une intoxication. Deuxième voie la plus importante de l'exposition de l'être humain aux xénobiotiques, c'est la voie pulmonaire. D'accord? Donc, ici, c'est une voie de pénétration qui est fréquemment aussi impliquée. Et l'absorption via la voie pulmonaire, pour les toxiques qui peuvent pénétrer par cette dernière, est très rapide. On a une très vaste surface d'échange alvéolaire, de l'ordre de pratiquement 80 mètres cubes, une très forte perméabilité de l'épithélium, et un tissu qui est fortement vascularisé, d'accord? Ce qui favorise une importante absorption. Donc, par contre, il faut savoir que l'absorption par voie pulmonaire va se faire tout au long des voies aériennes, c'est-à-dire du nasopharynx jusqu'aux alvéoles, avec une intensité qui va être variable et qui va d'abord dépendre de la zone d'absorption. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, c'est là où on va avoir un maximum d'absorption parce qu'on a une plus grande surface de contact. Elle va dépendre également des échanges air-sang et où on a une absorption qui est très efficace à ce niveau. Deuxièmement, elle va aussi dépendre du toxique qui est absorbé ou auquel l'organisme est exposé. Donc, vous avez l'exemple des gaz qui sont lipophiles et de faible poids moléculaire et qui vont librement diffuser à travers les alvéoles. Et du coup, ils vont avoir une absorption pulmonaire très importante. Vous avez l'exemple du monoxyde de carbone, de l'acide cyanhydrique et des gaz anesthésiants que vous utilisez peut-être pour certains d'entre vous. Les aérosols, à contrario, sont constitués de particules solides ou liquides qui sont en suspension. Et ici, l'absorption va dépendre de la taille des particules. Plus elles seront petites, plus elles auront tendance à atteindre les alvéoles et du coup, plus de chances d'être absorbées. Ou les grosses particules, elles nécessiteront une pinocytose. Vous avez l'exemple des fibres d'amiante. Et à ce moment-là, l'absorption, elle est plus lente. La dernière voie auquel on est exposé aux xénobiotiques, c'est la voie cutanée. D'accord? Donc, la principale barrière, c'est le stratum corneum. Les autres couches de l'épiderme, généralement, et du derme, constituent des barrières qui sont moins sélectives. Et du coup, le challenge d'un toxique qui est appliqué par voie cutanée, ça va être cette barrière de stratum corneum qui doit être franchie pour qu'il puisse arriver aux couches d'après. Donc, on a une absorption qui se fait également par les follicules pileux, les cellules des glandes sudoripaires ou des glandes sébacées. L'absorption se fait généralement par un mécanisme de diffusion passif. Et il faut savoir qu'il y a certains facteurs qui peuvent modifier la perméabilité de la peau et du coup, l'absorption d'un xénobiotique par cette voie. Vous avez tout ce qui est dermatose, brûlure, en fait, tout ce qui va agir et léser la barrière cutanée. Donc, vous allez avoir une ouverture de cette barrière vers le compartiment sanguin. Donc, vous allez augmenter ou accélérer l'absorption de vos toxiques par voie pulmonaire. On vous dit que certains toxiques, notamment lipophiles, tels que les pesticides organochlorés de type DDT, tout le monde connaît les DDT, c'est ce fameux insecticide qui est utilisé pour la lutte antipaludéenne et certains organophosphorés, vous allez voir ça dans une session, peuvent s'accumuler dans l'épiderme et on va avoir un phénomène de redistribution, peuvent être ensuite libérés lentement dans l'organisme. Il faut savoir que certaines expositions par voie cutanée peuvent donner naissance à une intoxication systématique. J'avais l'exemple du diméthylforpamide, qui est un solvant universel qu'on utilise au niveau de l'industrie. Donc ça, c'est un xénobiotique, c'est une exposition qui est plus professionnelle. Mais je vous donnerai aussi l'exemple de la paraphénylenediamine. Alors la paraphénylenediamine, c'est un composé d'origine minérale qu'on utilise notamment dans tout ce qui est teinture, tout ce qui est aîné, etc. Donc, on utilise ça au niveau des tatouages traditionnels. Ça permet de fixer plus rapidement le tatouage et de ne pas garder son aîné pendant 6 à 8 heures. Et dans la littérature, il faut savoir qu'il y a des cas d'intoxication généralisée suite à une application cutanée de aîné. Alors, on répète encore une fois les facteurs qui peuvent influencer cette absorption cutanée. Vous avez des états physiologiques, la surface d'application, bien évidemment, de votre xénobiotique, la température du tissu cutané qui peut favoriser l'absorption,
la localisation, bien évidemment, l'âge et l'origine ethnique, parce que vous allez avoir des variations au niveau de l'absorption cutanée. Donc, on vous donne un premier cas clinique. Hein. On va essayer de comprendre l'importance de l'absorption d'un xénobiotique. Alors, on vous donne que jusqu'à l'âge de 22 ans, une jeune femme mène une vie normale. D'accord? Elle passe son bac, elle commence ses études à l'université et c'est une personne qui est très active. Sur le conseil d'un ami, d'une amie, et afin de régler des petits problèmes d'ordre esthétique, elle va se faire déposer des amalgames dentaires. D'accord? Vous avez vu que ces plombages ou ces amalgames qui sont noirâtres, pour un peu les refaire et avoir un truc plus esthétique. On vous dit que lors de la dépose, hein, le praticien fait cela sans aucune précaution et elle lui demande de faire ça très rapidement. La dépose de cet amalgame se fait dans un intervalle d'1 mois. Très peu de temps après la dépose, la personne commence à ressentir une fatigue, des troubles de l'équilibre qui entraînent une perte de la marche. Et 3 mois après cette dépose, on a carrément une bonne femme qui est sur un fauteuil roulant et qui ne peut même pas tenir sa tête. Alors, on nous demande d'expliquer un peu les relations entre les amalgames et ces signes cliniques. Alors, je vous laisse un peu réfléchir. À quoi pouvez-vous penser ici? Alors, je vous dirais que les amalgames dentaires, ce qui pose problème dans ce genre d'amalgame, c'est qu'il y a présence de ce qu'on appelle exactement intoxication au mercure. Bravo, alors c'est pharmacie, je ne sais quelle pharmacie. On pense à une intoxication au mercure, d'accord? Donc, on va déposer cet amalgame, d'accord? Du coup, lorsqu'on va déposer sans aucune précaution, c'est-à-dire sans avoir protégé les voies aériennes supérieures, et ici, contrairement à ce qu'on pourrait deviner, l'absorption, exactement l'amalgame, contient du mercure, d'accord? Et les dérivés mercuriques, notamment organiques, ont une toxicité neurologique. Ici, on va avoir naissance d'un mercure métallique. Et le mercure, vous allez voir que c'est le seul métal lourd qui est à l'état liquide, qui a des propriétés volatiles et la volatilité va dépendre de ses composés. Lorsqu'on va déposer, il va y avoir émission de vapeur de mercure. Donc ici, l'exposition ne va pas se faire par voie orale, contrairement à ce qu'on pense, mais plutôt la patiente va inhaler ce mercure. D'accord? Ce mercure étant lipophile, il va passer au niveau du système nerveux central et vous allez voir les mécanismes d'action toxique. Il va induire une neurotoxicité et vous voyez bien, il amène la bonne femme à être sur un fauteuil roulant. Deuxième cas, donc on nous dit, ici il s'agit d'un jeune homme âgé de 31 ans qui travaille dans une usine de fabrication de produits d'entretien ménager, d'accord, depuis 10 mois. Il consulte pour une dermatite sèche, des maux de tête qui s'intensifient de jour en jour. Et il présente aussi des vertiges et une asthénie. D'accord? La médecine du travail demande un bilan biologique. Le bilan montre une anémie, une légère augmentation des transaminases et à l'interrogatoire, il déclare que lorsqu'il fait son travail, il manipule un produit qui est nommé cellulose et avoue ne pas porter de gants ni de masque pendant la période de son poste, surtout au cours des périodes de forte chaleur. Donc ici, il y a une notion de chaleur, donc possibilité de volatilisation de xénobiotiques, et on est en présence d'une exposition probablement professionnelle. Bon, on nous demande à quel toxique on pense et comment on est exposé ce travailleur. Il y a une présence de chaleur. Très bien. Donc ici, il s'agit d'une co-exposition. D'accord? Une exposition qui est principalement cutanée, parce que vous allez voir que les éthers de glycol, ils ont une très bonne absorption cutanée, mais aussi l'absorption par voie respiratoire est possible. D'accord? Surtout s'il y a un process de fabrication qui utilise de la chaleur. Et ces paramètres-là, le fait de connaître les modalités ou les voies potentielles d'absorption du toxique, on peut agir aussi après en médecine du travail sur les principales actions préventives qu'on peut mettre en place dans les usines. Par exemple, dans ce cas de figure, si on manipule ce genre de produit, on va devoir obliger les travailleurs à porter des gants ou plus généralement à porter des équipements de protection individuelle, aussi bien la partie cutanée
que la protection des voies respiratoires. D'accord? Et à ce moment-là, on leur demandera également de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas fumer sur les lieux de travail. Pourquoi? Parce qu'également, vous avez vu que la présence d'alimentation peut aussi favoriser l'absorption de certains xénobiotiques. Allez, on fait encore un dernier cas et on avance sur la cinétique. Là, on vous donne le cas d'une jeune femme âgée de 35 ans qui est admise aux urgences à 2 heures du matin, d'accord, pour une suspicion de prise médicamenteuse. Alors, elle est amenée par son mari qui nous rapporte une notion de dispute conjugale à 22 heures et la présence d'une boîte vide d'anafranil à côté de sa femme. Donc, ici, on est pratiquement en présence de probablement une intoxication aiguë et plus précisément d'une tentative de suicide. Donc, à l'admission, la patiente était somnolente avec une pression artérielle de 9,6, une fréquence cardiaque de 120 BPM par minute. On voit déjà qu'elle est en tachycardie. Une mydriase bilatérale, peu réactive, est aussi constatée. Alors, on nous demande sur le base de ce tableau clinique décrit à quoi pourrait-on penser. Et on nous demande dans un deuxième temps, l'urgentiste est face à cette dame. Il a vu dans le cours de la prise en charge thérapeutique des intoxications qu'il fallait faire des traitements évacuateurs. On nous demande, est-ce qu'on peut faire une évacuation digestive dans ce cas-là et pourquoi? Donc, exposition à l'anafranil, d'accord, c'est un médicament. On a une patiente qui présente une fréquence cardiaque élevée, mydriase bilatérale peu réactif, ce sont des signes d'un syndrome anticholinergique, d'accord? Donc, ça, c'est le premier constat. L'anafranil, c'est un antidépresseur. Recording stopped. D'accord? C'est la clomipramine. C'est un dérivé des benzoazépines et du coup, on a une suspicion ou probablement une intoxication aiguë. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut faire un traitement évacuateur? Recording in progress. Évacuateur, ça va être beaucoup plus tout ce qui est lavage gastrique ou administration de charbon activé médical lorsqu'il est disponible. Alors, vous allez voir que dans le cadre de l'évacuation digestive, il faut que votre intoxiqué soit pris en charge à temps, c'est-à-dire avant que le toxique ne soit absorbé au niveau du tube digestif. Parce qu'à ce moment-là, l'objectif de l'évacuation digestive, c'est d'un peu d'éliminer le toxique qui n'a pas été encore absorbé, qui n'est pas dans le compartiment central. Et généralement, on vous dit que si vous recevez, donc ça dépend des écoles et des auteurs, à partir d'1h30 à 2 heures de temps après la prise, ça ne sert à rien de faire un traitement évacuateur. Donc ici, la prise supposée s'est faite aux environs de 22 heures et on reçoit la patiente à 2 heures du matin. Donc on est à pratiquement 4 heures de temps. Donc logiquement, si on voit ce principe, on ne devrait pas faire d'évacuation digestive. Mais il faut savoir, ici, on nous a en place, il faut connaître les facteurs qui peuvent influencer l'absorption digestive. Dans ce cas-là de figure, on vous dit qu'un lavage gastrique, même tardivement, délai entre ingestion et symptomatologie est approximativement de 4 heures, on peut le faire. Pourquoi? L'absorption digestive, ici, elle est ralentie et prolongée. Et la vidange gastrique est retardée à cause de l'effet anticholinergique qui sera responsable du ralentissement du péristaltisme intestinal. Et du coup, notre xénobiotique va se retrouver plus lentement au niveau du tube digestif. D'accord? Donc, c'est ce qui nous permet. Donc, de plus, il faut savoir que c'est un médicament base faible et qui va se retrouver ionisé au niveau gastrique, non absorbé. On peut se permettre de faire un lavage gastrique ou une évacuation digestive, même tardivement. Donc, ça, c'est un peu pour cette première partie de l'importance de l'absorption d'un xénobiotique. Deuxièmement, la distribution des toxiques. C'est la deuxième phase de la cinétique d'un xénobiotique. Donc, la distribution, ça va être le passage des toxiques de la circulation générale vers les tissus et les organes. D'accord? Alors, c'est un phénomène qui va dépendre du débit sanguin de l'organe. Plus un organe est irrigué, plus on va avoir une distribution plus élevée des xénobiotiques vers ce dernier, de la capacité à diffuser hors capillaire de notre xénobiotique.
et de l'affinité du toxique pour les protéines plasmatiques et tissulaires. Vous allez voir, les protéines plasmatiques, c'est ce qui va servir à son transport, et les protéines tissulaires, c'est ce qui va favoriser sa fixation, du coup son stockage ou même son action toxique. Donc, généralement, la distribution se fait par des mécanismes de diffusion passifs ou parfois par des transports actifs pour certaines substances. Donc, une fois le toxique distribué, il peut être stocké, d'accord? Et le stockage d'un toxique après sa distribution peut ne pas être problématique d'un point de vue toxicologique, d'accord? Vous avez l'exemple du plan qui, après avoir été distribué, c'est-à-dire le plan va être absorbé par voie digestive ou principalement ou par voie pulmonaire lorsqu'on y est exposé d'un point de vue environnemental ou professionnel. Il va être distribué, on va le retrouver notamment au niveau des globules rouges, et du sang, il va se retrouver au niveau de l'os. Ça, vous allez voir qu'il a une distribution tricompartimentale. Il va se retrouver au niveau de l'os. Vous allez voir les mécanismes. Et tant qu'il est sur l'os, le plan ne pose pas de problème d'un point de vue toxicologique. Par contre, si vous avez un remaniement du tissu osseux, par exemple une ménopause, une ostéoporose, etc., vous allez avoir un relargage de ce toxique vers le compartiment sanguin. C'est un phénomène de redistribution. Et à ce moment-là, votre plan peut avoir un effet toxique et vous pouvez avoir des symptomatologies. D'accord ? Le site de stockage peut aussi correspondre à la cible toxicologique. Vous avez l'exemple du paraquat, qui est un herbicide qui se fixe préférentiellement au niveau du poumon. Et on va voir dès qu'il est métabolisé, il va avoir un métabolite qui est toxique, ce qui va induire les jours suivant l'exposition une fibrose pulmonaire irréversible qui amène le sujet au décès. Et on vous dit que dans ce processus de distribution, il existe un équilibre entre la fraction stockée et la fraction libre circulante. Donc, à chaque fois que vous allez avoir des facteurs qui vont perturber cet équilibre, vous allez avoir des mouvements dans un sens ou dans un autre entre ces deux compartiments. Alors, d'abord, la première étape de la distribution, c'est la fixation. Vous allez avoir le toxique qui doit être transporté de son lieu d'absorption vers les organes cibles. Donc, on va avoir soit une fixation aux protéines plasmatiques, soit une fixation à certains éléments figurés du sang. Parlons de la fixation aux protéines plasmatiques. Donc, les protéines les plus impliquées, vous allez avoir surtout l'albumine qui est impliquée, vous allez voir parce que c'est le site préférentiel de fixation des molécules acides faibles qui pose un peu problème lors des fixations protéiques parce qu'il pourrait exister certaines interactions. Vous avez l'alpha-1 glycoprotéine acide et vous avez d'autres protéines, les lipoprotéines par exemple, qui vont lier les composés lipophiliques, tels que vous allez voir certains pesticides comme le DDT, la transférine, la cérulloplasmine et certaines gamma-globulines. Et du coup, dans ces phénomènes de fixation protéique, on a un grand risque de compétition entre les xénobiotiques et les substances endogènes ou même entre deux xénobiotiques, ce qui peut engendrer une augmentation de la toxicité ou par exemple une diminution d'un effet thérapeutique si cela interagit avec un médicament. Et bien évidemment, les états physiopathologiques qui vont influencer la concentration, la composition en ces protéines, bien évidemment, vont influencer les phénomènes de distribution. Alors ça, vous l'avez vu en pharmaco, par exemple, les médicaments, c'est un peu similaire pour tous les xénobiotiques. Selon le taux de fixation, on va avoir les substances qui sont fortement fixées, c'est-à-dire dont la fixation dépasse les 90% de la dose qui se retrouve au niveau central. Vous avez l'exemple des médicaments acides faibles qui sont fixés généralement et exclusivement à l'albumine. La fixation, c'est un processus qui est réversible. Les molécules acides faibles, il y a peu de sites, d'accord, d'où possibilité de saturation et d'interaction. Et là, on vous donne l'exemple des diurétiques, des barbituriques et des hypocholestérolémiants qui sont des médicaments acides faibles et qui se fixent à l'albumine. Vous avez aussi des médicaments base faibles qui posent un peu moins de problèmes parce qu'ici, la fixation se fait avec d'autres protéines plasmatiques. C'est aussi une fixation qui est réversible, mais ici, le phénomène n'est pas saturable et nous avons peu d'interactions dans ce cadre-là. Et vous avez l'exemple des bêta-bloquants et de nombreux antidépresseurs qu'on utilise.
Après, vous avez les substances qui sont moyennement fixées. On retrouve des taux entre 30 et 90% de la dose qui se retrouvent au niveau central. Vous avez l'exemple du phénobarbital et de la théophylline. Et vous avez les substances faiblement fixées. On a l'exemple de l'isoniazide et du paracétamol. Et ça, vous allez le voir au fur et à mesure des monographies qui vous seront présentées. Alors, on vous dit qu'implique la fixation protéique. Alors, il faut savoir que lorsqu'un xénobiotique est fixé à une protéine plasmatique, il est généralement inactif. Seule la forme libre est considérée comme active et elle est prête à diffuser vers le tissu. D'accord ? Ça, c'est important. La forme liée, c'est entre guillemets une sorte de forme de stockage ou de transport de notre xénobiotique. Et on redit encore une fois, toute fluctuation de ce pourcentage de forme libre va modifier l'effet pharmacologique ou toxique et va modifier le volume de distribution et du coup la fixation tissulaire et l'effet de ces derniers. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la fixation protéique? Donc, on vient de voir quelles sont les causes et vous avez aussi d'autres facteurs tels que l'âge, l'affinité du médicament pour les sites de liaison sur les protéines, la quantité de protéines qui est disponible, la concentration de votre médicament. Bien évidemment, si on est en présence de doses toxiques, automatiquement le système de fixation il sera dépassé. Nous aurons plus de fractions non liées et du coup plus de xénobiotiques qui peuvent et avoir des effets néfastes ou des effets toxiques. Et bien évidemment, la présence de plusieurs xénobiotiques, c'est-à-dire la compétition entre ces derniers via des sites de fixation. Deuxièmement, on va avoir soit une fixation protéine plasmatique ou on a aussi la fixation aux éléments figurés du sang. D'accord? C'est un phénomène qui est bien évidemment moins important que celui de la fixation aux protéines plasmatiques. Elle est importante pour certains médicaments, notamment avec les hématies cellulaires. Vous avez l'exemple du propranolol et du phénobarbital, mais c'est un phénomène qu'on connaît beaucoup plus pour les ions organiques et certains métaux lourds tels que le plomb, le cadmium et l'arsenic qui vont être localisés dans le globule rouge. Et généralement, on apprécie cette fixation aux éléments figurés du sang par ce qu'on appelle le rapport érythroplasmatique. Donc, ça va être la quantité de notre xénobiotique au niveau des hématies sur la quantité de ce dernier au niveau du plasma pour 1 millilitre de sang. Et si ce rapport est supérieur à 1, on peut considérer que c'est une fixation érythrocytaire qui est élevée. D'accord? Et à ce moment-là, cela peut avoir des conséquences, notamment, par exemple, sur le plan analytique. Si vous voulez doser ou avoir une idée de la concentration de ces substances au niveau central, il faudra utiliser par exemple le sang total au lieu du plasma pour avoir une idée sur l'imprégnation de votre organisme. Après avoir été transporté, un xénobiotique va avoir des sites éventuellement d'accumulation qui sont notamment d'abord le foie et le rein. Pourquoi? Parce que ce sont des sites qui sont fortement irrigués et du coup, ils vont recevoir beaucoup plus de xénobiotiques. Donc, on vous donne l'exemple des métallothionines qui sont localisées. C'est aussi un site qui est riche en certaines protéines qui ont des affinités particulières pour certains toxiques. L'exemple de la métallothionine qui est une protéine à faible poids moléculaire très riche en cystéine. Donc, ces cystéines vont avoir le rôle un peu de capter et de détoxifier certains éléments tels que des métaux lourds comme le cadmium ou le plomb. Le deuxième compartiment de stockage que peut avoir le corps humain, ce sont les graisses qui, elles, vont accumuler surtout les composés lipophiles, tels que certains insecticides, comme les organochlorés. Et ici, il faut savoir qu'il existe aussi des possibilités de relargage. Ici, beaucoup de travaux sont aujourd'hui menés dans ce sens. Vous avez des sujets notamment en surpoids ou obèses, lorsque vous avez des process d'amaigrissement, surtout qui se font très rapidement. Ici, on a une possibilité de relargage rapide de certains toxiques qui sont à localisation au niveau des graisses, au niveau du compartiment central, ce qui peut engendrer aussi des effets toxiques. Vous avez le tissu osseux avec l'exemple des fluorures et du plomb. Et enfin, il faut savoir qu'une fois transportés, nos xénobiotiques peuvent franchir la barrière hématoencéphalique et la barrière hématoplacentaire et du coup, soit avoir une neurotoxicité, cela dépend de leur liposolubilité, parce que c'est à ce moment-là qu'ils peuvent rejoindre le système nerveux central, ou peuvent avoir un effet
sur le fœtus. Et ici, vous avez toutes les toxicités mère-enfant. D'accord? C'est ce qui pose un peu problème, notamment pour certains toxiques environnementaux, où ici, vous voyez bien qu'on fait des relations entre exposition environnementale et cancer, environnementale et certaines reprotoxicités, infertilité, puberté précoce, certains troubles métaboliques, hein, tels que le diabète de type 2. Ici, la meilleure façon d'évaluer ça, c'est de corréler entre les expositions de la maman. D'accord? C'est le niveau d'exposition de la maman et les effets néfastes qui vont avoir lieu sur sa descendance, c'est-à-dire sur son fœtus. Alors, juste une remarque, le phénomène de redistribution. Il faut savoir que certains xénobiotiques sont tellement liposolubles qu'ils vont avoir une distribution tissulaire qui est très rapide et intense. Et du coup, on va avoir à un moment donné une inversion des gradients de concentration avec des concentrations plus élevées dans les tissus que dans les plasmas. Et à ce moment-là, inversion du gradient et du coup, on va avoir une redistribution de ces xénobiotiques de leur site de stockage vers le plasma une deuxième fois. Donc, c'est un phénomène qu'on connaît pour certains médicaments tels que les anesthésiants et pour certains xénobiotiques tels que le plan. Alors donc, pour récapituler, une bonne distribution tissulaire est observée si on a des faibles liaisons aux protéines plasmatiques. Pourquoi? Parce que le toxique va se retrouver au niveau central sous une forme non liée. Lorsque notre xénobiotique a une forte affinité pour le tissu, une forte proportion de formes non ionisées et une liposolubilité élevée, ce qui va lui permettre de franchir librement les barrières tissulaires. Donc, voyons également, si on revient à notre jeune fille, d'accord, notre cas clinique de tentative d'autolyse à l'anafranil, d'accord. Rappelez-vous, elle avait supposé pris de l'anafranil à 22 heures. Et bien évidemment, au cours de la prise en charge, on vous dit que des analyses toxicologiques sont effectuées au laboratoire de toxicologie. Et bien évidemment, le médecin légiste va envoyer deux prélèvements, généralement, ça va être le sang et les urines de la patiente au laboratoire. Donc, le laboratoire, connaissant un peu la molécule à laquelle a été exposée cette patiente, un dosage sanguin va être réalisé sur un équipement qui est plus ou moins sophistiqué. C'est ce qu'on appelle la chromatographie liquide doublée à la spectrométrie de masse. Et on va avoir un résultat, un dosage sanguin de clomipramine de 0,5 mg par litre. Et on vous dit que le seuil toxique qui est cité dans la littérature est d'approximativement 1 mg par litre. Quelle sera notre interprétation dans ce cas de figure? Alors ici, on a un taux qu'on retrouve de 0,5, une norme de 1 mg par litre. On aurait tendance à croire qu'effectivement, il y a surexposition ou intoxication. Mais attention, c'est clair quand on vous dit que même si la concentration n'a pas atteint ce seuil toxique, on est inférieur à ce 1 mg par litre, les antidépresseurs tricycliques, ce sont des médicaments basse faible, on l'a bien dit, présentent une très forte fixation tissulaire, d'accord, et un grand volume de distribution. De ce fait, on ne peut pas corréler les concentrations plasmatiques et les manifestations cliniques ou le pronostic de cette intoxication. D'accord? Donc, ici, pratiquement, le dosage n'a pratiquement aucun intérêt. On le fait dans un but de recherche, mais on ne pourra pas corréler entre la concentration plasmatique et l'éventuelle présence ou pas d'intoxication, car le médicament est fortement lié et du coup, vous n'allez pas le retrouver au niveau plasmatique ou au niveau sanguin. Un autre intérêt, un autre cas pour comprendre un peu l'intérêt de la distribution des xénobiotiques. Donc, on vous donne d'un jeune homme âgé de 20 ans qui a été victime d'un incendie dans son appartement. D'accord? Donc, il a été amené par la protection civile aux urgences médicales. Et à l'arrivée, il présente un coma profond, une bradycardie et un pouls imprenable. Donc, les membres sont flasques, les téguments présentent une coloration rosée. L'examen biologique révèle une hyperglycémie, un pH sanguin de 7,10 et des CPK élevés. D'accord? Donc, on nous demande le toxique qui pourrait être impliqué, les examens toxicologiques complémentaires qu'on peut préconiser. Et on vous dit qu'enfin, le médecin urgentiste va prélever un tube sec pour pouvoir transmettre un peu le plasma
au laboratoire toxicologique pour un dosage. Et on nous demande quel est notre avis sur la conformité de ce prélèvement. Alors, tout d'abord, il faut savoir lorsqu'il y a généralement, ce qui est le plus, on pense beaucoup plus à une intoxication, bravo, au monoxyde de carbone. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'acide cyanhydrique. Les cyanures aussi, ce sont des toxiques à asphyxiant. Vous avez aussi un effet sur le transport de l'oxygène ou l'utilisation de l'oxygène, au niveau tissulaire. D'accord? Donc, intoxication au monoxyde de carbone, c'est ce qui va être le plus probable dans ce cas de figure. Donc, l'examen toxicologique qu'on va préconiser, bien évidemment, c'est d'essayer de savoir quel est le taux de CO dans le sang de cette personne. Et à ce moment-là, on va demander ce qu'on appelle généralement l'HbCO ou la fraction de l'hémoglobine qui va être liée au monoxyde de carbone dans le sang de ce patient pour diagnostiquer cette intoxication. Bon, bien évidemment, on fait un dosage de cyanure sanguin, ça aussi, pour voir quelle est l'imprégnation au cyanure de ce sujet. Donc, le CO est un gaz, petit gaz, diffusible, d'accord, très lipophile, il passe rapidement et il a une affinité, une très forte affinité pour l'hémoglobine. Vous allez voir ça lors des intoxications au monoxyde de carbone. Et du coup, il va se loger, il va être lié à l'hémoglobine. D'accord? Donc, si on prélève du sang et on n'envoie que le sérum ou le plasma, cela ne va servir à rien. Pourquoi? Parce que notre toxique, il est intra-érythrocytaire, d'où la nécessité de faire une analyse sur un son total pour pouvoir estimer quel est le degré d'imprégnation de notre malade au monoxyde de carbone. D'accord? Donc après, vous verrez les détails sur les taux de CO, les hémoglobines, comment les interpréter dans la session relative à l'intoxication au monoxyde de carbone. Donc ici, si on ne sait pas, si on ne comprend pas que lors de la distribution de notre toxique, il a tendance à se loger au niveau intra-érythrocytaire, ça serait aussi l'exemple, par exemple, de certains métaux, tels que le plomb ou le cadmium. Si vous faites le dosage au niveau plasmatique ou au niveau du sérum, vous n'allez rien trouver ou vous allez trouver des traces, mais que vous ne pouvez pas interpréter. Passons maintenant à une étape qui est même assez critique de la cinétique des xénobiotiques, qui est la biotransformation des toxiques. Alors, c'est quoi la biotransformation? La biotransformation, c'est un processus qui va permettre la conversion de la molécule mère de notre xénobiotique en métabolites, qui sont les sous-produits, entre guillemets, de dégradation. Et ultérieurement, on va voir en dérivés conjugués, vu que le métabolisme va se faire en 2 étapes. Donc, les métabolites et les conjugués, si on veut un peu faire la différence, mais à vrai dire, même les conjugués, ce sont des métabolites. Ce sont des molécules ou ce sont des composés qui vont avoir la propriété d'être plus hydrosolubles et plus polaires que la molécule mère. Et du coup, c'est ce qui va faciliter leur élimination par le rein, qui est l'organe qui est chargé notamment de faire sortir la majorité de ce qui est étranger de notre organisme. D'accord? Donc, étant hydrosolubles et plus polaires, ils vont pouvoir filtrer à travers les glomérules en évitant la réabsorption tubulaire. On va le voir dans la dernière partie de cette session. Cette conversion métabolique des xénobiotiques est généralement de nature enzymatique. Ça veut dire que ce sont des enzymes qui vont transformer notre xénobiotique. Alors, pourquoi le corps humain va transformer des xénobiotiques? Parce que généralement, on dit bien généralement, c'est un processus de détoxification. Donc, le corps, on va voir que ça va être principalement le foie, via sa machinerie enzymatique, va transformer un xénobiotique dans le but de le rendre moins nocif pour l'organisme. Et du coup, ici, on va avoir un processus de détoxification, donc une diminution de la toxicité. Et attention, parfois, le corps humain se trompe en métabolisant un xénobiotique. On va avoir des métabolites ou des produits de dégradation qui sont plus toxiques. Et on parle d'un phénomène de bioactivation et donc d'une augmentation de la toxicité par ce processus de métabolisme. Alors, la biotransformation se fait généralement dans le foie, mais aussi dans d'autres organes. Vous avez un peu le poumon, l'estomac, l'intestin, les peaux et les reins qui peuvent intervenir ou qui peuvent loger certaines réactions de biotransformation. C'est ce qu'on appelle les sites de biotransformation des xénobiotiques.
comment va être transformé nos xénobiotiques? Il faut savoir que généralement, on passe par deux phases. On va avoir ce qu'on appelle les réactions de dégradation ou de fonctionnalisation. Ce sont les réactions de phase 1. Et ça aussi, je pense que vous l'avez vu en pharmacologie générale. Ça va être les réactions d'oxydation, réduction et d'hydrolyse. Et on va avoir des réactions de conjugaison, ou qui sont aussi appelées par certains auteurs d'addition. Ce sont les réactions de phase 2. Et là, on va voir toutes les réactions de glucuro-glutathion, sulfoconjugaison, etc. Donc, on reprend le site de biotransformation majoritaire, c'est généralement le foie. Pourquoi? Parce qu'il est très bien irrigué. Il reçoit généralement 1,5 litre de sang par minute. Et il a un grand nombre d'enzymes qui vont intervenir dans la biotransformation. Notamment, on va voir les systèmes de cytochrome P450. Et vous avez d'autres sites tels que le rein, le tractus intestinal, les poumons, etc., qui peuvent intervenir dans la biotransformation. Alors, au niveau cellulaire, ça c'était au niveau de l'organe. Au niveau cellulaire, vous allez avoir au niveau du réticulum endoplasmique, vont avoir généralement les réactions en phase 1. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le réticulum endoplasmique est généralement riche en cytochrome P450, tandis que les réactions de phase 2 vont avoir lieu d'un point de vue cellulaire, surtout au niveau des cytoses. Donc, commençons d'abord par les réactions de phase 1. Alors, on va avoir deux types de réactions. Les réactions majoritaires qui vont être médiées par des enzymes microsomiales, oxydation, réduction, hydrolyse, et on va avoir un faible taux de xénobiotiques qui vont être métabolisés ou qui vont subir des réactions de phase 1 par des enzymes non microsomiales. Ici, vous allez avoir les réactions d'oxydation et de réduction. Alors, d'abord, l'oxydation, qui sont médiées par des enzymes microsomiales. Et la plus importante, c'est celles qui font intervenir les systèmes monooxygéniques dépendants des cytochromes P450. Alors, la structure. Il faut savoir que le cytochrome P450, c'est ce que vous voyez un peu sur l'image, c'est une hémoprotéine, c'est-à-dire constituée d'un groupement prostétique qui est l'hème et d'une protéine. Donc, l'hème, c'est une portoporphyrine 9 qui contient un atome de fer, d'accord, qui peut être oxydé, etc. Et vous allez voir ça pendant le processus, et qui a plusieurs classifications. Donc, deux éléments indispensables au fonctionnement de ce cytochrome P450, c'est la présence de la NADP cytochrome 450 réductase et la présence de la phospholipide hexalement. D'accord? C'est ce qui va assurer la cohésion de ce complexe enzymatique. C'est une enzyme qui est localisée notamment et qui est en majorité au niveau du foie. Elle est absente au niveau du globule rouge et du muscle strié. Et au niveau cellulaire, on va la retrouver au niveau de la face externe de la membrane du réticulum endoplasmique. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs classifications en fonction de la composition en acides aminés de la partie protéique de cette enzyme. Elle a une répartition qui diffère au niveau organique. Dans les organes, on retrouve des concentrations de différents enzymes. Vous avez par exemple le foie, on retrouve majoritairement la famille 3A. Et il faut savoir que ce qui est important, c'est une enzyme qui est sujette à des phénomènes d'induction et d'inhibition. C'est ce qui va augmenter les interactions. Et la spécificité, elle est relative. Ça veut dire qu'une seule enzyme, une seule isoenzyme va pouvoir métaboliser plusieurs substances. Et la spécificité est chevauchante, c'est-à-dire qu'un même substrat, un même xénobiotique peut être métabolisé par plusieurs cytochromes P450. Et là, on vous donne par exemple des exemples tels que le cytochrome 2E1 qui se charge de métaboliser par exemple l'alcool, le 3A4, les aflatoxines et certains alcaloïdes, etc. Alors, globalement, comment fonctionne cette enzyme? Il faut savoir qu'il existe à peu près 6 ou 7 étapes. Donc, vous avez fixation de votre xénobiotique sur l'enzyme, d'accord? Ensuite, on va avoir un premier électron qui est donné par la NADPH, qui est transféré. Ensuite, intervient la molécule d'oxygène, grossièrement, sans rentrer dans les détails. L'enzyme nécessite encore un deuxième électron. On va avoir incorporation de l'oxygène et libération d'une molécule d'eau et votre substrat qui va être libéré, qui sera oxydé. Donc ça, c'est en gros sans rentrer dans les détails. Et ça résume un peu la réaction générale. Donc, on passe d'un xénobiotique en présence d'oxygène et de cytochrome P450 à un substrat qui va être oxydé.
Ici, vous allez voir qu'on va avoir différents types d'oxydation. Vous avez par exemple les oxydations aliphatiques qui vont aboutir à des alcools. Vous avez l'exemple du tolbutamide qui va subir cette réaction notamment. On va avoir les oxydations aromatiques où on passe généralement par une étape intermédiaire d'époxyde. C'est cet oxygène qui est monté. Et les époxydes, ce sont des intermédiaires très réactifs qui peuvent agir notamment sur le matériel génétique et vous pouvez avoir des initiations et des promotions de processus de cancérogénèse. On vous donne l'exemple des coumarines et de la carbamazépine, qui est un antiépileptique, qui subissent cette oxydation en passant par une étape intermédiaire d'époxyde. On va avoir des désalkylations, c'est-à-dire l'enlèvement d'un groupement éthylique ou méthylique, qui sera lié soit à un groupement oxygène. La N-désalkylation, à ce moment-là, notre groupement est lié à un atome d'azote. Vous avez l'exemple du dextrométrophane et du diazépam qui subit une N-désalkylation. Et vous avez la désalkylation sur un atome de soufre. Vous avez l'exemple du 6-méthylcaptopurine. Ensuite, vous allez avoir des réactions d'N-oxydation, c'est-à-dire l'ajout d'un atome d'oxygène sur un azote. Vous avez l'exemple, par exemple, du métabolisme de la nicotine, qui donne la nicotine N-oxyde, et ce sont des métabolites qui sont notamment utilisés dans la surveillance du sévrage tabagique. Vous allez avoir des sulfooxydations, un ajout d'atomes d'oxygène sur un atome de soufre. Vous avez l'exemple des phénothiazines. Des N-hydroxylations, c'est-à-dire l'agent d'un groupement hydroxylique, notamment sur des amines, des amides et des hydrazines. Il faut faire attention, par exemple, ici, l'aniline va donner, l'aniline qui est un colorant, va donner la naissance de l'hydroxyaniline, qui sont généralement des composés cancérigènes, notamment pour la vessie. On a aussi des désaminations oxydatives. Vous avez l'exemple de l'amphétamine, de la désulfuration oxydative. Vous avez l'exemple du parathion ou du paraquat, qui est transformé en paraoxon, et des désalogénations oxydatives. Vous avez aussi l'exemple de la transformation du DDT en DDE, qui est le métabolite le plus toxique et le plus persistant dans le corps humain. Ensuite, on a aussi des réactions d'oxydation qui ne vont pas dépendre de ce système microsomial P450. Et ce sont surtout des réactions qui vont se faire par des prostaglandines synthétases, notamment dans des tissus qui ne sont pas riches en cytochrome ou qui ne contiennent pas du cytochrome P450. Dans un deuxième type de réaction, vous allez avoir des réactions de réduction qui se font aussi au niveau du réticulum endoplasmique hépatique, qui sont médiés par des réductases et qui concernent surtout des composés aromatiques nitrés et azuliques. Vous avez l'exemple du prontosil et du nitrobenzène. Et enfin, on va avoir des réactions d'hydrolyse, c'est-à-dire qu'on va essayer de couper des liaisons esters ou des liaisons amides. Ce sont des réactions qui se font notamment du foie, mais aussi au niveau du tube digestif, par certaines bactéries des bactéries de la flore intestinale. Et vous avez l'exemple, par exemple, de l'acide ester carboxylique ou du procaïnamide. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut savoir qu'il existe des réactions de phase 1 qui ne se font pas au niveau des microsomes hépatiques. Et l'exemple qu'on cite le plus souvent, c'est les enzymes qui rentrent dans le métabolisme de l'alcool éthylique, dans l'alcool d'une façon générale. Alors, vous avez d'abord la première enzyme qui intervient dans le métabolisme de ce xénobiotique, qui est l'alcool déshydrogénase, qui est cytosolique, qu'on retrouve à différents niveaux. Et c'est une enzyme qui est inhibée par le pyrazole, notamment le 4-méthylpyrazole, qui est aussi un antidote qu'on utilise lors des intoxications massives de certains alcools. On va inhiber cette enzyme pour pouvoir inhiber la formation de métabolites toxiques, notamment par exemple lors des ingestions massives de méthanol. Vous allez voir que le méthanol peut induire à des cécités carrément, et du coup on va essayer d'éviter son métabolisme et d'accélérer son élimination sous format inchangé en donnant certains composés tels que l'alcool lui-même, l'éthanol ou le 4-méthylpyrazole.
Et vous avez les aldéhydes des hydrogénases, notamment l'aldéhyde hydrogénase lysoforme 2, qui va se charger de l'oxydation de l'acétylaldéhyde en acétate. Et ça rentre un peu dans le cycle du métabolisme de l'éthanol. Je ne rentre pas dans le détail, vous allez voir ça dans les prochains cours. Donc ça, c'est juste pour vous donner un aperçu sur les différentes réactions que peut subir un médicament. Vous pouvez lire ça sur le Busmith, surtout lorsque vous êtes dans les urgences toxicologiques. Et vous avez un certain nombre de réactions de réduction qui peuvent être aussi catalysées par des enzymes non microsomiales, à l'exemple des réductions des doubles liaisons. Recording stop. Recording in progress. Donc, on passe maintenant aux réactions de phase 2. Donc, les réactions de phase 2, elles sont importantes. Elles impliquent plusieurs types de métabolites endogènes qui vont être ajoutés à nos métabolites primaires ou à notre composé lui-même. Ces conjugués sont généralement aussi, même chose, plus hydrosolubles et plus facilement excrétables. D'accord? Donc, les réactions de conjugaison sont des réactions de synthèse qui nécessitent une source d'énergie qui est apportée généralement par l'ATP. Et il se forme généralement des nucléotides activés intermédiaires, puis une enzyme va transférer et catalyser la réaction finale de conjugaison. Donc, grossièrement, on va voir les différents types. Vous allez avoir d'abord la glucuroconjugaison. C'est celle que l'on recrute suffisamment. Donc, ici, on va ajouter de l'acide glucuronique sur notre molécule et la réaction est médiée par l'uridyl diphosphate glucuronyle transférase. Et généralement, vous avez nombreuses substances endogènes qui subissent cette glucuroconjugaison et nombreux xénobiotiques. On vous donne par exemple l'exemple des phénols qui vont être glucuroconjugués. D'accord? Et on va avoir formation de plusieurs types de glucuroconjugués, des O-glucuronides, c'est l'exemple des phénols et des alcools, des N-glucurosides, des amides et des composés azotés et des S-glucuronides. Ensuite, on va avoir des réactions de sulfoconjugaison. On va ajouter un groupement sulfate qui se retrouve sous forme active de 3-phosphoadénosine phosphosulfate. Donc, ce groupement sulfate va être ajouté par une sulfotransférase sur notre substrat qui est soit un phénol, un alcool ou une amide. On a les réactions de conjugaison au glutathion. Donc, le glutathion, ce fameux petit tripeptide constitué de glutamate, de cystéine et de glycine, est un composé endogène très important. D'abord, c'est un antioxydant, mais vous allez voir que c'est un composé qui intervient notamment pour empêcher la toxicité de certains xénobiotiques, notamment le paracétamol. Et vous allez voir, c'est lorsque les réserves en cellules en glutathion vont s'épuiser que le paracétamol va commencer à avoir des effets néfastes, notamment par un de ces métabolites qui est le NAPQI. Donc ici, idem, on va avoir la molécule du glutathion qui va être ajoutée via la glutathion S-transférase sur un composé qui est généralement électrophile, d'accord? Et généralement, vous avez l'exemple typique du paracétamol ou de certains anticancéreux. Mais une fois conjugué au glutathion, notre métabolite va être transporté à l'extérieur de la cellule. Il va subir l'action de d'autres enzymes qui va enlever les deux acides aminés latéraux. Et notre conjugué à la cystéine va encore être réabsorbé dans la cellule pour subir une deuxième réaction de conjugaison avec un groupement acétyl pour former un dérivé mercapturique qui, lui, va être éliminé par voie urinaire. Et là, vous pouvez voir ça dans le métabolisme de pas mal de substances. On a aussi les réactions d'acétylconjugaison. Là, on va donner un groupement acétyl à partir de l'acétylcoenzyme 1 qui va être transféré par l'acétyltransférase vers des groupements qui sont généralement aminés. Et là, on vous donne par exemple l'exemple de la morphine qui est transformée en 6-acétylmorphine. Et enfin, vous avez la réaction de méthylconjugaison. Ici, on transfère également un groupement méthyle qui se trouve sous format de S-adénosylméthionine par une méthyltransférase sur un composé phénolique aminé ou thiolé. Et vous avez aussi l'exemple de ce métalloïde, notamment l'arsenic, qui est détoxifié par notre organisme par des réactions de méthylation. Vous allez voir que l'arsenic est l'un des plus mortels des métalloïdes, et ce qu'on appelait un peu la poudre de succession, c'est un peu la morora. C'est un métalloïde qui est très toxique, mais lorsqu'il est méthylé par le corps humain, il va donner des composés qui sont moins toxiques. C'est une forme de détoxification. Enfin, on cite dans la littérature aussi des conjugaisons à certains acides aminés, à certains coenzymes.
Parlons maintenant du cycle entéro-hépatique. Donc, vous avez vu que notre xénobiotique va subir une réaction de phase 1, d'accord? À la suite, il peut subir des réactions de conjugaison de phase 2, donc après avoir été absorbé au niveau du foie. Et ce glucuroconjugué, il peut être ensuite réexcrété au niveau de l'intestin pour être déconjugué par les enzymes de la flore bactérienne et une seconde fois absorbé au niveau de la circulation générale. Donc, c'est ce qui va prolonger la présence de ce xénobiotique au niveau de notre compartiment central et c'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Alors, le fait de connaître que certaines molécules, on a vu l'exemple tout à l'heure de la clomipramine, si une molécule a ce cycle entéro-hépatique, cela prolonge sa durée ou sa demi-vie au niveau central, on peut agir au niveau de la prise en charge thérapeutique pour essayer de rompre ce cycle entéro-hépatique, par exemple, en administrant des quantités fractionnées de charbon activé. D'accord? Donc, le charbon activé, il est utilisé comme traitement évacuateur. Généralement, vous donnez une dose si l'intoxiqué arrive à temps. Et si vous avez une molécule qui a déjà été absorbée et a été métabolisée, si vous savez que cette molécule peut subir un cycle entéro-hépatique, vous pouvez donner des petites fractions de charbon activé pour pouvoir éviter sa réabsorption et donc diminuer son temps de demi-vie au niveau central et du coup diminuer des effets secondaires. Donc là, on vous donne l'exemple du métabolisme du benzène qui peut être oxydé d'abord par des époxydes, donnant des composés alcool. On va avoir des groupements OH qui vont être greffés. Et vous avez aussi des réactions de conjugaison, notamment auglutation et des acétylconjugaisons qui vont donner les différents métabolites du benzène. Et c'est eux qu'on va chercher au niveau de certains prélèvements pour pouvoir suivre l'exposition, par exemple, des travailleurs à ce solvant. Alors maintenant, quels sont les paramètres qui peuvent faire varier les réactions de phase 1? Alors d'abord, vous avez l'espèce. Donc, différentes espèces n'ont pas d'un point de vue qualitatif et quantitatif la même machinerie enzymatique. D'accord? Vous avez l'âge. Par exemple, le fœtus a une isoenzyme 3A7 du cytochrome P450 qui n'existe pas chez l'adulte. Vous avez les pathologies, tout ce qui va atteindre le foie va atteindre ou altérer le phénomène de métabolisation, de biotransformation. Et enfin, vous avez la présence d'autres xénobiotiques, notamment notre environnement. Et ces substances vont induire soit des inductions, soit des inhibitions enzymatiques qui vont moduler le métabolisme de notre toxine. D'accord? Donc, si on est en présence d'une substance qui est un principe actif et dont le métabolite est inactif, si on lui ajoute un inducteur enzymatique, on va accélérer son métabolisme et du coup, on ne va pas lui laisser le temps d'avoir son effet thérapeutique, on va avoir une diminution de l'efficacité thérapeutique. Si elle est en contact d'un inhibiteur, c'est l'inverse, on va avoir un surdosage en ce principe actif. Maintenant, si on a tendance à avoir une prodrogue, c'est-à-dire qu'il faut être activé pour avoir un principe actif. Si on a une induction, on va avoir un surdosage. Si on a une inhibition, on va avoir une diminution de l'efficacité thérapeutique parce que la prodrogue, elle ne va pas agir. Et le même raisonnement peut être appliqué aux xénobiotiques. Donc, les inductions-inhibitions sont aussi induites par différents facteurs. Vous avez les facteurs transcriptionnels. D'accord, on va augmenter la transcription de l'isoenzyme de la forme ou on va, par exemple, inhiber la dégradation de la protéine. Idem, sur les inhibiteurs, vous allez avoir ce qu'on appelle des inhibitions réversibles. Ce sont des inhibiteurs non métabolisés. À ce moment-là, vous pouvez réactiver votre enzyme. Vous allez voir ça notamment dans les cours sur certains insecticides tels que les organophosphorés. Et vous pouvez avoir des inhibitions irréversibles où le métabolite il va être métabolisé. L'inhibition est généralement irréversible à ce moment-là. Pour pour la machinerie enzymatique puisse reprendre le métabolisme, il faut que vous ayez une synthèse de nouvelles enzymes. On vous donne des exemples d'inducteurs, le phénobarbital, l'éthanol, la fumée de cigarette, les inhibiteurs irréversibles, la cimétidine, certains antifongiques, et des inhibiteurs irréversibles, on vous donne l'exemple de l'éthymylestradiol et du chloramphénicol.
Enfin, vous avez tout ce qui est polymorphisme génétique qui peut définir des métaboliseurs rapides et des métaboliseurs lents. Par exemple, certains antidépresseurs tricycliques. Chez les métaboliseurs rapides, ils ont un temps de demi-vie de 17 heures. Si vous êtes en présence de dans certaines compositions génétiques, c'est ce qu'on appelle les métaboliseurs lents, elle va avoir un temps de demi-vie de 100 heures et là, vous risquez une cardiotoxicité. Idem, par exemple, la codéine. La codéine, c'est une prodrogue. Pour qu'elle soit active, il faut qu'elle soit métabolisée en morphine. Et chez les métaboliseurs lents, cette réaction est lente, voire inexistante. Du coup, vous n'allez pas avoir l'effet analgésique voulu par la codéine. Et aussi, le métabolisme de phase 2, il faut savoir qu'il existe plusieurs facteurs, notamment les espèces, l'âge et aussi le polymorphisme génétique qui peut modifier l'action de ces enzymes et du coup les réactions d'addition ou les réactions de phase 2. Maintenant, quelles sont les conséquences? Pourquoi tout ce tralala de métabolisme? Je sais que c'est un peu lourd, c'est un peu lent. Alors, il faut savoir que sur le plan toxicologique, il faudrait les conséquences de ce métabolisme et de comprendre un peu l'inactivation ou la réduction de la toxicité. C'est l'exemple, par exemple, de la transformation des cyanures en thiocyanate ou des phénols en phénylglucuronide. Deuxièmement, savoir quand est-ce qu'il y a toxification. D'accord, vous avez l'exemple de tout ce qui est amine qui est transformé en hydroxylamine ou par exemple du benzène qui passe par une étape d'époxyde et du coup susceptibilité de cancérogénèse. Sur le plan thérapeutique, il faut qu'on comprenne la présence ou l'association par des effets d'inducteurs inhibiteurs qu'on peut même utiliser pour la prise en charge. On vous donne par exemple l'administration de phénobarbital dans le traitement de l'ictère du nouveau-né. Le phénobarbital est un inducteur enzymatique. Et enfin, on peut même utiliser ça dans les traitements antidotaux. On a par exemple lors des intoxications en méthanol, on a vu tout à l'heure, vous avez vu ça même avec le professeur Kadour, on peut administrer de l'éthanol. Pourquoi? Pour détourner l'enzyme qui est responsable du métabolisme du méthanol et éviter la formation du métabolite toxique qui est l'acide formique. Et enfin, aussi, ça nous aide aussi en tant que toxicologue sur le plan analytique parce que ça nous permet de définir comment allons-nous extraire notre molécule en fonction qu'il y ait une molécule qui est métabolisée ou pas, aussi bien sur la phase de détection par les différentes réactions que la phase de quantification. Donc ici, on nous donne plusieurs cas et on nous demande de commenter par rapport au métabolisme de ces substances. On vous dit une intoxication par le parathion. Alors, le parathion, il faut savoir que le parathion nécessite une étape de bioactivation. Donc, il est bioactivé par oxydation en paraoxan, qui est le métabolite toxique de ce composé. On vous donne le traitement de la douleur par la codéine chez un métaboliseur lent. On avait vu que la codéine doit être métabolisée en morphine pour avoir un effet analgésique, ce qui entraîne une efficacité thérapeutique chez les métaboliseurs lents. Un épileptique, là aussi, on est sur un autre volet. Le traitement de l'épilepsie, une association carbamazépine-phénobarbital. Les deux molécules, c'est ce qu'on appelle des inducteurs enzymatiques. Elles vont induire leur propre métabolisme et ceux des substances qui sont co-administrées. Et donc, dans ce cas-là, on risque un échec thérapeutique. D'où l'intérêt de faire un suivi thérapeutique pharmacologique de ce genre de métabolisme. Et je pense que vous avez une session sur le suivi thérapeutique de certaines molécules. On vous dit par exemple l'administration d'éthanol chez un intoxiqué par le méthanol. Et on a vu ici, on va mettre à profit l'affinité de cette enzyme et la détourner pour éviter la formation d'un métabolite plus toxique que la molécule mère. Et lors de l'analyse, vous demandez une analyse chez un patient ou une patiente intoxiquée accidentellement. Et lors de l'analyse, on va vous dire qu'il y a présence de plusieurs molécules. Donc, cela n'est rien d'autre que, par exemple, les métabolites de la molécule mère. Voilà. Donc, voilà pour cette partie. Il nous reste une dernière partie sur l'élimination. Je vais essayer de voir s'il y a des questions dans le chat. Voilà.
Alors, je sais qu'il y a des informations, c'est vrai, qui sont très théoriques, notamment sur le métabolisme, mais c'est important de savoir parce que, surtout sur l'analyse toxicologique compliquée, vous devriez comprendre, d'accord? Si on vous donne un dosage de 6-acétylmorphine ou d'un métabolite, il faut que vous sachiez interpréter cela, ou du moins, vous sachiez chercher l'information à comment interpréter cela. On passe sur la dernière partie, la dernière phase de la cinétique d'un xénobiotique, qui est l'élimination d'un toxique. Donc ici, c'est principalement, vous allez voir qu'il y a une élimination qui est rénale, par filtration glomérulaire, sécrétion tubulaire ou un phénomène de réabsorption. Et on a aussi des éliminations par d'autres voies, telles que la voie digestive et d'autres voies mineures qu'on verra à la fin de cette petit chapitre. Donc d'abord, la filtration glomérulaire, d'accord? C'est le phénomène de fonctionnement rénal que vous connaissez. Donc, on a eu l'ultrafiltration du plasma à travers les capillaires des glomérules, formation d'une urine primitive. Et ici, les xénobiotiques vont être uniquement subir ce qu'on appelle une diffusion passive. Donc, cette phase d'élimination ne concerne que la fraction libre des médicaments, c'est-à-dire la fraction non liée, où elle ne concerne pas les dérivés, par exemple, conjugués qui ont un gros poids moléculaire. Donc, vous avez les caractéristiques des molécules qui sont généralement filtrées au niveau du glomérule. Et c'est ce qui explique un peu l'absence de protéines au niveau urinaire. Et bien évidemment, ce phénomène est apprécié, comme vous connaissez, par le débit de filtration glomérulaire. Deuxième phénomène, ça va être la sécrétion tubulaire. À ce moment-là, ici, cette phase d'élimination va concerner la fraction ionisée hydrosoluble de la forme E libre de notre xénobiotique. Et pourra être sécrétée au niveau du tubule. Ici, un phénomène de transport actif qui est saturable est mis à profit. D'accord? C'est un phénomène qui se fait au niveau du tube contourné proximal. Et vous avez deux types de transporteurs, ceux qui sont relatifs aux molécules acides faibles, tels que les salicylés, les pénicillines et les sulfamines, et ceux qui vont transporter les bases faibles, telles que les thiamines, par exemple. Alors, on vous dit aussi qu'il y a une possibilité d'éliminer la forme liée du médicament ici. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à la présence de transporteurs actifs et plusieurs types sont impliqués pour ce genre d'élimination. Enfin, on a le phénomène de réabsorption tubulaire. Ici, il ne concerne que la forme non ionisée. Et ce processus a un intérêt dans la prise en charge thérapeutique de l'intoxiqué. Donc, c'est un phénomène qui se fait par diffusion passive. On a vu que la forme non ionisée traverse la membrane plasmique par un phénomène de diffusion passif ou par un transport actif pour certains composés et pour lesquels vous avez avoir un risque de compétition, notamment avec certaines substances endogènes. Et ici, il faut savoir que le pH urinaire est d'une grande importance, ainsi que les caractéristiques physico-chimiques de votre médicament. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser cette différence de pH pour augmenter, par exemple, l'élimination d'un xénobiotique lors des intoxications massives. Et la réabsorption tubulaire est un phénomène qui va ramener les principes actifs dans le compartiment systémique, ce qui explique la différence de concentration en xénobiotique entre l'urine primitive et l'urine définitive. Donc, on vous le redit, on remarque qu'il est parfois important ou souhaitable de modifier le pH urinaire pour accélérer l'élimination d'un poison. D'accord? Donc, on vous donne l'exemple, par exemple, de l'alcalinisation de l'urine par administration de bicarbonate qui peut augmenter l'élimination du phénobarbital qui est une molécule acide faible. D'accord? On vous donne l'exemple de deux process d'épuration. Ça, vous allez le voir au cours du cours sur les traitements des intoxications. La diurèse forcée alcaline, qu'on peut utiliser, par exemple, dans les intoxications massives au salicylé ou au barbiturique, ou la diurèse saline, qu'on peut utiliser pour les intoxications graves au lithium. Enfin, il faut savoir, deuxième type d'élimination, c'est l'excrétion biliaire. D'accord, qui a un rôle majeur dans l'excrétion fécale de certains xénobiotiques, notamment des grosses molécules. D'accord, donc de nombreux métabolites sont éliminés via cette voie. Donc, les molécules en général qui ne sont pas éliminées par le rein, à cause notamment de leur taille ou de leurs propriétés physico-chimiques, vont être éliminées sous forme de conjugués, notamment via la voie fécale. Et ici, l'élimination se fait au niveau de l'intestin.
Et on a aussi, on l'a vu avec le cycle entéro-hépatique, comme la réabsorption tubulaire, la possibilité de réabsorber ces conjugués au niveau intestinal, hein, qui vont subir ce qu'on appelle un cycle entéro-hépatique. Enfin, vous allez avoir d'autres éliminations, une voie accessoire, hein, qu'on utilise notamment dans les expositions environnementales, c'est l'élimination via le lait, par un phénomène de diffusion passif. Hein. Ici, vous avez surtout, ça concerne les substances basiques et lipophiles, telles que le DDT et certains composants environnementaux tels que la dioxine, ou même certains métaux lourds comme le plomb. Donc, c'est ce qui va induire une élimination du corps de la mère allaitante, mais une exposition à contrario de son nouveau-né allaitant. Et je vous ai dit, c'est une voie qui est très considérée, notamment pour le suivi des expositions à certains composés environnementaux, notamment les perturbateurs endocriniens. On a aussi d'autres voies d'élimination, par exemple la voie pulmonaire, la salive qu'on peut utiliser pour les suivis de certaines expositions au mercure, la sueur, les larmes, et vous avez notamment les fanères tels que les cheveux et la peau ou les ongles qui sont utilisés pour beaucoup plus dater des intoxications. C'est ce qui a permis de comprendre que, par exemple, Napoléon Bonaparte a été intoxiqué ou empoisonné à l'arsenic. C'était grâce à la recherche de traces d'arsenic dans les cheveux de son cadavre qui a été déterré, bien évidemment, des années après son décès. Alors, on termine avec un cas clinique. Là, on revient un peu aux drogues d'abus. On vous dit une jeune fille de 18 ans qui a été victime d'un viol après qu'on lui a administré une drogue à son insu. D'accord? Donc, elle consulte en médecine légale 3 jours après l'événement. Et l'examen toxicologique, bien évidemment, la médecine légale envoie du sang et de l'urine au laboratoire de toxicologie. L'analyse de ces prélèvements donne un résultat négatif. D'accord? Donc, le médecin légiste va décider de lui donner un rendez-vous pour un autre prélèvement après un délai d'1 mois. D'accord? On vous demande de quel type de prélèvement s'agit-il et d'expliquer pourquoi on lui donne un rendez-vous qui est décalé pendant toute cette période. Donc, ici, on est aussi en présence d'une intoxication entre guillemets criminelle. D'accord? Ce qu'on va essayer de chercher, c'est la présence du xénobiotique au niveau du sang, mais apparemment, il n'y est pas. Et au niveau des urines, on va chercher aussi son élimination. Donc, s'il n'y a rien dans le sang et de l'urine, ça veut dire que notre toxique a un temps de demi-vie qui est très faible et du coup, il a été éliminé par ces voies-là. On va essayer de chercher un autre prélèvement, c'est-à-dire une autre voie d'élimination qui peut garder ce xénobiotique. Donc, très bien, le HS Saïda nous dit que c'est les cheveux. Effectivement, on demande un prélèvement de cheveux. D'accord? C'est ce qu'on appelle une matrice alternative. Et c'est une voie qui peut être une voie d'élimination de ces drogues d'abus. Alors, pourquoi 1 mois? 1 mois, généralement, c'est la vitesse moyenne de pousse de nos cheveux. D'accord? Donc, si elle a été imprégnée réellement à cette drogue, ça veut dire ce xénobiotique va subir une élimination capillaire au niveau du cheveu et on va pouvoir retrouver cette drogue 1 centimètre plus haut dans le cadre de ses cheveux. D'accord? D'où l'importance ici de comprendre les phénomènes ou les différentes caractéristiques de l'élimination des xénobiotiques. D'accord? Donc, lorsqu'on va analyser son cheveu à 1 centimètre et pas plus loin, à 1 centimètre de la racine, on va analyser ce fragment. Si on retrouve la drogue d'abus, on pourra certifier que cette personne a été exposée à la drogue. Si on ne le retrouve pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de soumission chimique. Voilà pour cette session. Je ne sais pas si vous avez des questions. Recording stopped. Alors, vous demandez les conduites pratiques en urgence avec information Recording in progress. toxicologique. Alors, si normalement les centres antipoisons, alors vous allez voir que pour la prise en charge d'intoxication, généralement en tant qu'urgentiste, vous allez faire appel au centre antipoison.
Et il y en a plusieurs sur le territoire national. Ce sont des numéros verts, donc il ne faut pas hésiter à appeler. Donc, vous avez celui de Babelwed. Le numéro est disponible sur la page Facebook, hein, aussi bien du CHU que celle du service de toxicologie. Vous avez toujours un médecin du CAP qui vous répond H24. Donc, n'hésitez pas, il faut insister. Parfois, la ligne elle est occupée parce que le médecin parle peut-être avec un autre confrère, mais n'hésitez pas à insister. Donc, voilà l'intérêt de comprendre